une prouesse quand même de réussir un Kickstarter. Comment tu as réussi à convaincre des gens de financer un jeu qui n'existe pas encore? Je le pressentais, mais j'en étais pas sûr. Mais quand j'ai commencé à faire la communication sur ce Kingdom, je me suis rendu compte que il y avait des gens qui attendaient ce jeu-là, qui voulaient jouer à ce jeu-là sans que j'ai à leur vendre le truc. J'avais pas à leur dire, ouais, mais alors tu vois, le jeu il va être comme ci, comme ça. Non, Mmh. c'était juste la promesse de base était suffisante pour que les gens aient envie de jouer. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce Kingdom, je me suis dit, bah finalement, il faut ouais, un peu que je fasse le truc classique, quoi, parce Le que truc des classique, choses un ouais. petit peu plus. C'est peut-être un peu bête à dire, mais là, à l'heure actuelle, le gros point fort de ce Kingdom, c'est que c'est un jeu classique de gestion de station de ski. Salut à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Yanis du projet Skingdom, j'espère que je prononce bien. Heu, oui, Yanis, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton projet? Oui, bah, je m'appelle Yanis, je suis créateur de jeux indépendants et donc je travaille depuis un peu plus de 2 ans sur un jeu donc, qui s'appelle Skingdom, prononcé exactement comme ça, qui est donc un jeu de construction et de gestion de stations de ski, qui est à la base inspiré de classiques, typiquement un jeu qui s'appelle Ski Park Manager, qui est un jeu auquel je jouais quand j'étais gamin. Et puis pas mal aussi, je tire pas mal d'inspiration de Planet Coaster, qui est un peu plus connu et qui est un peu, ces dernières années, un classique de la gestion de parcs d'attraction. Donc voilà, c'est un peu un mix des deux mondes à un niveau indépendant, quoi. Il y avait un jeu que tu aimais bien et tu t'es dit: «Tiens, je vais faire ce même jeu, mais en mieux avec, ce que je voudrais dedans», quoi. Ouais, ouais, bah, enfin, quand j'ai commencé à bosser sur le projet, j'avais pas du tout pour objectif d'en faire un vrai jeu. À la base, c'était presque plutôt un challenge technique qu'autre chose. Mmh. Et puis ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte il y en avait pas en fait de jeux vraiment modernes qui me plaisaient en tout cas en tant que joueur sur ce créneau-là. Et, euh, et puis mes frangins aussi, j'ai trois frères qui sont bien fans de ski avec qui je jouais aux jeux vidéo Ski Park Manager quand on était gosse. Et, euh, et eux aussi trouvaient que les jeux qu'il y avait n'étaient pas, c'était pas ce qu'ils attendaient. Donc du coup, ça a motivé un petit peu le truc d'aller plus loin. Et c'est vrai que Mmh. ce que je dis en général, c'est que ça m'intéressait pas trop de faire un jeu de gestion, pour être honnête. Je suis plutôt, j'aime plutôt les jeux à histoire, les trucs comme ça. Mais du coup, c'est là où Planet Coaster m'a pas mal inspiré parce que j'aimais beaucoup le jeu en lui-même, parce qu'il y avait une forte identité, il y avait une bande originale qui était vraiment marquante. Il y avait un style, il y avait toute une dynamique qui me plaisait, et du coup, ça a motivé vraiment l'idée de, ok, j'ai envie de faire ce projet-là, quoi. D'accord, je crois que le chat a envie de sortir, donc je vais le faire sortir maintenant. Comment est-ce que tu es entré, toi, dans la création de jeux vidéo? Est-ce que c'est ton premier jeu? Est-ce que tu as fait des protos avant? Est-ce que tu as bossé en entreprise? Enfin, je connais un petit peu, mais c'est pour te permettre de... Ouais. Non, non, c'est pas mon premier jeu du tout. J'ai commencé à faire du jeu vidéo quand j'étais fin collège, début lycée. Enfin voilà, comme je jouais beaucoup aux jeux et je suis très très curieux, je me suis un petit peu rapidement intéressé à comment ça fonctionnait. Donc non, j'ai fait des études dans le développement d'applications, quoi, de logiciels de manière générale, mais je me suis spécialisé dans le jeu vidéo principalement par mes expériences professionnelles et ce que je faisais sur mon temps libre. Ça fait bah, du coup maintenant, j'ai tendance à dire 10 ans, mais je crois que ça fait 2 ans que je dis 10 ans, donc je pense que ça fait pas loin d'une douzaine d'années que je fais du jeu vidéo sur mon temps libre, donc voilà, des petits projets. J'ai jamais fait de projet payant en indépendant. Ce sera Kingdom le premier jeu qui sera vraiment commercialisé à ce titre-là. Et sinon, ouais, pendant mes études, j'ai fait une partie de mes études en alternance et j'étais embauché. Je travaillais pendant 6 ans dans une entreprise où on faisait du développement de jeux un peu. On faisait pas mal de serious games, des choses comme ça. On avait aussi un moteur de jeu interne qui nous permettait de faire ces projets-là. Donc j'ai pas mal travaillé sur des moteurs de jeu. J'ai fait aussi pas mal de portage et de support de développement, voilà, portage de jeux console, des choses comme ça. Ok, ok. Et du coup, si ça fait 12 ans que tu codes des jeux, ça veut dire que tu as fait plein de prototypes. Est-ce que tu as des anecdotes de prototypes marrants que tu as fait Des trucs marrants comme ça en tête, non, pas forcément, mais ouais, j'ai prototypé pas mal de jeux. En fait, j'ai été victime de ce qu'on appelle pas mal le scope creep pendant de longues années. C'est quoi ça? Bah, le scope creep, c'est vraiment, tu commences à travailler sur un jeu, tu te dis: «Ah, j'ai une idée, je vais faire ci», et puis en fait, au bout de 2 semaines à réfléchir au jeu, c'est devenu un MMO, enfin voilà, avec un univers persistant, un open world, avec 14 personnages complètement voice actés ou je sais pas quoi, enfin vraiment un truc qui sort complètement du spectre de ce que tu peux faire.
et du coup qui est trop compliqué à achever. Et en fait, tu arrives à un moment où bah, quand tu travailles sur des jeux où c'est bah, pas ton métier, que tu fais ça sur ton temps libre ou autre, et bah, tu arrives au moment où tu en as déjà marre de faire ce projet-là. Passer, je pense, je sais pas, un an sur un projet de jeu, c'est déjà beaucoup, je trouve. Euh, Enfin, j'ai l'impression que ça fait des projets vraiment très longs et du coup c'est vite fatigant. Donc beaucoup de projets en fait qui n'avaient rien d'exceptionnel, mais qui ont été avortés très vite. Typiquement, moi j'ai vraiment commencé à faire du jeu à l'époque de... Alors j'allais dire des années, mais je vais pas le dire parce que ça va me faire encore, sentir encore plus vieux. J'ai été pas mal versé dans les années 2000-2010, la partie un peu horreur sur Internet, où il y a vraiment eu beaucoup de jeux d'horreur. Je sais que ça a pas mal gonflé à partir d'Amnesia The Dark Descent, carrément un de mes jeux préférés. Et du coup, j'ai fait beaucoup de prototypes de jeux d'horreur. Et c'est les premiers jeux que j'ai fait finalement, c'est des jeux comme ça, les premiers que j'ai aboutis d'une certaine manière. Donc pas de prototype marrant. J'ai jamais été un très bon game designer, quelqu'un qui avait des idées vraiment un peu farfelues et qui testait des trucs. J'ai surtout eu envie de faire 10 fois la même chose, mais dans un univers différent. Et il y en a Hmm. aucun de ces trucs-là qui a vu le jour. Donc voilà. Ok, ok. Avant de se lancer dans le vif du sujet, quels sont tes jeux préférés? Alors, mes jeux préférés, en général, quand je parle de ça, je dis que j'ai un top 3. Ça va pour toi, un top 3? Vas-y, vas-y. Mon top 3, mon jeu préféré, c'est vraiment Outer Wilds. Là, il n'y a pas trop de discussion. Et sinon, que je mets un petit peu au même niveau, qui sont vraiment deux jeux que j'adore, c'est Soma. Donc, Soma par les développeurs d'Amnesia Dark Descent, justement. C'est leur troisième gros jeu, je dirais. Ils en ont fait plusieurs, hein, un peu avant, un peu entre les deux, mais Soma, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et BioShock aussi. Et Hmm. BioShock est un vrai bon classique. Et du coup, les deux se passent sous l'eau. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, mais les deux se passent sous l'eau. C'est un truc qui m'a marqué aussi. T'as le temps de jouer en ce moment? Un peu. Alors là, je prends le temps parce que il s'avère que j'ai passé beaucoup trop de temps de mon adolescence à jouer à un petit jeu indépendant qui s'appelle World of Warcraft. Et du coup, il y a quelques années, ils ont ressorti une version un peu fidèle à la version de 2006 du jeu, Ah, c'est vrai, ouais. qui s'appelle WoW Classic. Et là, il y a l'extension vraiment avec laquelle j'ai grandi qui s'appelle The Burning Crusade. Ça prend un peu le temps de jouer pour ça, mais c'est tout. Non, sinon, ouais, pas trop le temps. Je suis pas un gros joueur non plus, hein, faut être honnête. J'ai un peu du mal à m'investir dans des jeux s'ils me marquent pas assez rapidement. Je suis très difficile. J'ai un peu du mal à expérimenter puis à dire, ok, je vais tester tel jeu. Si ça me plaît pas au bout de 5 minutes, je quitte et je passe à autre chose. Ok, alors on a une question de mon précédent invité, Malik, de la chaîne Game Architect, qui te demande pourquoi tu fais un jeu de ski et pas un jeu de voiture ou autre chose. Bah déjà, je n'aime pas du tout les voitures. Je suis pas du tout intéressé par les voitures. Ouais, c'est vrai que le ski, ça fait partie de mes passions depuis que j'étais gamin. J'aime bien la partie un peu technique qu'il y a. Enfin, il y a la même chose dans les voitures en vrai, hein, pour faire la comparaison, mais je me suis très vite intéressé à la partie technique des remontées mécaniques, des choses comme ça. C'est un truc qui me passionne pas mal. Et du coup, peut-être que ça m'a pas mal parlé quand j'ai prototypé ce Kingdom, c'est littéralement le premier truc que j'ai fait, c'est construire des remontées mécaniques. Donc ça m'a pas mal emballé. Après, c'est vrai que bah, en tant que fan de ski, vraiment passionné de montagne, tout ça, ça m'a vite parlé de parler de ski, de montagne, tout ça, et de faire un jeu là-dessus. Et puis bah, en vrai, je suis honnête avec ça, le principal truc qui m'a poussé à faire ce jeu, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Et que autant des fois, enfin, jusqu'à maintenant, j'avais toujours pris la décision créative, disons en ce qui concernait le projet sur lequel je travaillais. Là, j'ai senti qu'il y avait un potentiel en termes de business. J'aime pas trop ce mot, mais Bien sûr, bien voilà, dans sûr. l'idée, il y avait un marché. Donc je me suis dit, voilà, si quelqu'un doit le faire, c'est peut-être moi, c'est peut-être maintenant. Donc voilà, c'est ça qui m'a Ouais. pas mal motivé. T'as vu une opportunité commerciale, professionnelle, et tu t'es dit j'y vais. Ouais, c'est Ok. ça. Bah, je me suis quand même pas mal rendu compte ces dernières années, le précédent jeu que j'ai fait, donc, qui s'appelle Dissentio, qui est bah, du coup un jeu d'horreur. Euh, Enfin voilà, quand le marché a pas besoin d'un jeu spécifique, débarquer en tant qu'indépendant et dire bah regardez j'ai fait un super jeu, le mettre en avant tout ça, et bah c'est un peu la croix et la bannière quoi. Donc c'est un peu difficile de se lancer dans ce genre de truc et de réussir à convaincre
à convaincre les joueurs et les joueuses. Et du coup, là, c'était beaucoup plus facile parce que alors, je le pressentais, mais j'en étais pas sûr. Mais quand j'ai commencé à faire la communication sur ce Kingdom, je me suis rendu compte que il y avait des gens qui attendaient ce jeu-là, qui voulaient jouer à ce jeu-là sans que j'ai à leur vendre le truc. J'avais pas à leur dire, ouais, mais alors tu vois, le jeu il va être comme ci, comme ça. Non, Mm. c'était juste la promesse de base était suffisante pour que les gens aient envie de jouer. Donc c'était ce que j'avais pressenti à la base. J'espérais que ça marche comme ça. Et du coup, j'ai été récompensé, entre guillemets, parce que j'ai pris en vrai la décision de le faire parce qu'il y avait, je pensais que ça allait se dérouler comme ça et qu'il y avait des gens qui allaient dire ok j'ai envie de jouer à ce jeu. M'en dis pas plus, ça parle de, c'est un jeu de gestion de station de ski, j'achète quoi. Il y avait une autre question de Malik Game Architect, c'est est-ce qu'il y a une partie de ta vie que tu mets dans ton jeu? Je crois que tu as déjà répondu, oui, t'aimes bien skier, t'es passionné de remontée mécanique. Ensuite, est-ce que ça existe déjà des jeux comme le tien? Pourquoi les joueurs voudront jouer à ton jeu à toi et pas aux autres jeux de station de ski? Qu'est-ce qui te différencie dans cette niche? C'est une très bonne question. Alors en fait, euh, ce qui me différencie enfin pour moi mon USP comme on dit, mon unique selling point, c'est vraiment l'ambiance et l'atmosphère qui est vraiment inspiré de Planet Coaster. Du coup, je travaille avec Whis, qui est un compositeur qui s'occupe de la bande originale, et ensemble on a imaginé un truc vraiment particulier qui s'adapte aux actions du joueur, qui suit le cycle météo et le cycle de la journée à la montagne. Et le but c'était vraiment de retranscrire l'effet vacances à la montagne et Hmm. vacances en famille, entre amis, tout ça. C'était vraiment le point de départ et du projet d'une certaine manière, mais surtout le point de départ de la musique et de comment toute l'atmosphère a été imaginée. Donc ça, c'est vraiment le truc principal. Moi, un petit peu mon ambition, c'est que ce soit le jeu que les joueurs ou les joueuses choisissent quand ils vont aller skier ou quand ils reviennent de skier. Vraiment, moi j'ai ce truc, quand je sais que je vais aller dans un parc d'attraction, que je reviens d'un parc d'attraction, je lance systématiquement Planet Coaster. Ah ouais. Parce que ça, ouais, ça m'aide un petit peu à. Soit ça me motive vraiment, ça fait un peu monter la hype avant d'aller dans un parc d'attraction. Et quand je vais dans un parc d'attraction, j'ai plein d'idées. Je crois, ah, ça c'est trop cool, j'aimerais bien le refaire moi-même. Et du coup, ça apaise un petit peu la tristesse, entre guillemets, de la fin des vacances dans un parc d'attraction, quoi. Et c'était vraiment ça mon objectif. Donc voilà, après c'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante parce que bah, finalement, ce que j'ai fini par faire avec ce Kingdom, c'est un jeu classique. Parce que comme il n'y avait pas vraiment de concurrence, le dernier jeu vraiment de gestion de station de ski qui est sorti, qui est vraiment dans cette vibe-là, c'est Snowtopia, qui est sorti en 2021, je crois, qui a aussi été développé par une équipe française. Et, euh, et ils ont fait un parti pris un petit peu particulier qui est de ne pas avoir de gestion d'argent. Donc en fait, la gestion de la station est plutôt basée sur on étend sa station, ça attire du monde, et plus il y a de personnes dans la station, plus on a accès à une équipe de volontaires. Et les volontaires, on peut les dispatcher en fait sur les différentes structures de la montagne, donc que ce soit les remontées mécaniques, les boutiques. En fait, c'est avec ça qu'elles sont gérées. Donc c'est un très bon jeu, Snowtopia. Il a beaucoup de charme et beaucoup de trucs très cool dedans. Mais en fait, ça, c'est vraiment un gros problème pour le coup, malheureusement. Et on le voit avec le retour des joueurs, que c'est vraiment un peu ce qui les frustre. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce Kingdom, je me suis dit, bah finalement, il faut ouais, un peu que je fasse le truc classique, quoi. Parce que Le truc des classique, choses un ouais. petit peu plus. C'est peut-être un peu bête à dire, mais là, à l'heure actuelle, le gros point fort de ce Kingdom, c'est que c'est un jeu classique de gestion de station de ski, sans game design particulièrement osé. Pour le coup, ça reste vraiment un roller coaster tycoon à la montagne, moderne, quoi. C'est vraiment un jeu classique là-dessus. Donc, je pense que c'est ça ma plus grande force au final, avec l'atmosphère évidemment et l'ambiance. C'est super intéressant comme parti pris du coup. Ouais, bah j'ai même pas fait exprès. Au final, ça s'est fait un petit peu tout seul. Encore une fois, j'ai suivi un peu l'instinct de bah il y a pas de jeu. Est-ce que je le fais? Et si je le fais, dans quelles conditions je le fais, quoi. Donc ouais, c'est un peu particulier des fois justement parce que je me dis bah il faudrait peut-être que je trouve un truc un peu différent, que j'ai un twist sur certains éléments, et bah je me contrains un peu à pas le faire, en tout cas pour le moment. Pour la première version du jeu, parce que je sais que là en plus il y a quand même quelques personnes qui sont déjà un peu greffés à la communauté du jeu et qui bah, attendent un truc assez spécifique. Donc pour le moment, je me concentre là-dessus. Ouais. C'est vrai que moi par exemple, quand je cherche un jeu dans une niche que je joue pas souvent comme construction de cité, ce genre de choses, si je vois qu'il n'y a pas les mécaniques classiques où je peux prendre mes repères,
Je me dis: «C'est pas pour moi, ça va être trop compliqué, c'est Ouais. trop différent de moi» et du coup, je vais chercher un truc très classique, comme tu dis, ou qui ressemble vite fait à Age of Empires ou Warcraft 3, Mmh. tu vois? Et c'est là où des jeux comme, Frostpunk ont réussi à m'avoir, parce Ouais. qu'il y a quand même ces trucs classiques, mais avec leur USP par-dessus mais il y a d'autres jeux qui ont l'air super aussi en termes de gestion de cité, je pense des jeux un peu plus, science-fiction, dans l'espace. Mmh. Ça m'attire, mais j'ai jamais franchi le pas parce que il y a ce truc où je me dis: «Ah c'est je reconnais pas le truc classique», tu vois? Et c'est vrai Ouais, que c'est clairement. rassurant finalement pour le consommateur. Ouais, clairement, c'est le terme que j'allais utiliser, c'était ça, rassurant, enfin, des fois, on a envie d'être confortable dans un truc et de pas se lancer dans quelque chose de trop différent et ouais et c'est encore plus vrai, quand il y a pas forcément, ce truc-là qui existe, je veux dire, voilà, là, si je veux jouer à un jeu de gestion de station de ski, comme je le veux, bah, je suis obligé de lancer un jeu qui a 20 ans, quoi, donc tout de suite, ça fait une grosse barrière, quoi et donc là, c'est plus de la nostalgie que du confort, quoi, parce que 20 ans maintenant, ça commence à faire un gros gap, technologique. Ça fait combien de temps que tu bosses dessus du coup? Ça fait un peu plus de 2 ans. Alors, en fait, j'ai commencé à bosser sur le jeu, sur mon temps libre, quand j'étais, salarié, pendant 6-8 mois à peu près. Et donc bah, du coup, j'ai commencé officiellement à travailler full-time dessus en mai 2024. Donc ça va faire, 2 ans en mai là que je suis full-time dessus, mais voilà, ça fait un peu plus que ça, que le projet un peu plus longtemps que ça que le projet existe, ouais. D'accord, donc je suppose qu'au début, tu avais peut-être ton chômage ou quelque chose comme ça Ouais, j'avais et mobilisé mon chômage, ouais, pour la et première partie, ouais. et qu'ensuite la question du budget a fini par se poser, et du coup tu as fait un Kickstarter. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Exactement. Ouais, bah, du coup, effectivement, je me suis lancé, le pari était simple, je quitte mon travail, j'ai 18 mois de chômage. Alors et à l'époque où je prévoyais de partir, c'était 24 mois, mais c'était réduit à 18 mois. Donc j'ai mon chômage, je développe le jeu. Bon, je savais que j'avais 18 mois, hein, quand j'ai eu mon chômage, hein, le jeu était prévu là-dessus. C'était vraiment, un rêve de gosse, de d'être mon propre patron, mais enfin pas forcément ça, vraiment de passer mon temps sur un seul projet, enfin sur mes projets à moi. Donc c'était vraiment ce qu'on ce qu'on appelle, avec mes proches le all-in. C'était le all-in sur ce Kingdom. Je fais 18 mois, full time dessus et je sors le jeu au bout des 18 mois. Ça tombait pile poil, novembre 2025, la fin de mon chômage, c'était prévu comme ça. Heu, j'ai un peu, sous-estimé tout un tas de trucs. Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Pourtant, j'étais chef de projet dans mon ancienne vie et du coup, j'avais fait pas mal bah, l'exercice de planifier des projets avec même des équipes, tout ça. Donc en fait, j'avais l'impression qu'en étant tout seul, ce serait encore plus simple et que j'aurais une meilleure vision. Or, c'est un peu l'inverse finalement. J'ai sous-estimé beaucoup de trucs, j'ai surestimé la capacité que j'aurais à à travailler, 100 sur le jeu, à faire les autres trucs à côté. Je savais qu'il allait falloir que je fasse énormément de communication et de marketing sur le jeu, pour réussir à être rentable une fois que je le sortirais. Donc je savais qu'il y avait ces gros trucs-là à faire. Il y a un petit peu de business, quand on est en solo forcément, mais je suis auto-entrepreneur, donc ça reste assez léger. Donc voilà, tous ces trucs-là mis bout à bout, un problème d'estimation qui était trop ambitieuse. Je pensais que le jeu serait prêt, large, en novembre 2025. Il s'avère que c'était trop ambitieux, voilà. J'ai sous-estimé des tas de trucs, je suis assez transparent là-dessus, je me suis un peu gouré. Et puis, bah, les autres trucs se sont cumulés et ont pris du retard. Voilà, à ce moment-là, en fait, je sais que ça va pas aller à partir presque du début du développement, en fait. C'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que, plus le retard s'est accumulé, plus je l'ai vu et en fait, j'ai cherché des solutions, j'ai évalué le truc, petit à petit. C'était dur de prendre une décision parce qu'à la base, l'idée c'était soit d'aller voir des publishers, donc pour faire financer le jeu par un publisher, soit potentiellement de passer par une solution hybride type, financement participatif. Ça m'embêtait de passer par un publisher parce que ça changeait de cadre au niveau du projet. Bon, déjà, il faut trouver un publisher, hein, c'est un exercice assez particulier et voilà et en fait, vraiment, j'ai fait l'exercice à fond. J'ai fait, les tableaux, j'avais déjà eu l'occasion aussi dans ma précédente vie de faire ça, des propositions, de projets à des publishers donc j'ai remis cette casquette-là et en fait, en remplissant les Excel avec les budgets, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. À la base, c'était un projet,
un projet de cœur un peu indépendant, et là, ça se transformait en truc vraiment un peu trop business et trop gros, et j'avais peur de perdre un petit peu de liberté créative là-dessus, et justement, potentiellement, de perdre... j'avais peur en fait qu'un publisher se dise oui mais ton jeu il a rien de spécial, il y a aucun USP dans ton jeu justement. Et donc voilà, j'avais peur de tous ces trucs-là, et finalement j'ai décidé de lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Surtout parce que je savais que je pouvais terminer le jeu tout seul en un temps assez raisonnable. Donc voilà, calcul fait, le Kickstarter ça semblait être le plus adapté quoi. Donc c'est la solution que j'ai choisie et ça a marché. Donc très cool. La communauté a répondu présente. Donc C'est voilà. une prouesse quand même de réussir un Kickstarter. Comment tu as réussi à convaincre des gens de financer un jeu qui n'existe pas encore? Est-ce que tu avais déjà une démo à l'époque ou? Non, non, j'avais pas de démo. Et ouais, en fait, vraiment, là, faut être honnête, je bénéficie encore une fois du manque de projets dans ce genre-là sur le marché, faut être clair. Assez facilement, en faisant de la communication, les joueurs et les joueuses s'intéressent au projet parce que, bon, voilà, ce Kingdom est cool, hein, je vais surtout pas le dévaluer, mais bon, ils surfent quand même sur un truc où il y a un manque, quoi. Donc, ça reste assez facile pour les joueurs et les joueuses de se dire, ah bah, ok, j'ai envie de jouer à ce jeu-là parce que bah, j'ai pas forcément d'autres solutions. Donc voilà. Et je pense que le fait que je me mette vraiment, j'allais dire en scène, mais c'est pas le bon mot, mais j'ai vraiment essayé de me mettre en avant au niveau de la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai fait une newsletter, enfin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai essayé d'être proche le plus possible avec le temps que j'avais, de me rapprocher de la communauté et de montrer que j'étais sérieux et que le projet était là pour aller au bout. Et voilà, je pense que j'ai réussi à insuffler une certaine confiance en moi, pour la communauté, qui fait qu'ils n'ont pas eu trop peur de préacheter le jeu. Parce que la campagne Kickstarter, ça restait principalement une opération de pré-vente du jeu, ce qui adoucit un petit peu le passage à l'achat, qui est bah, j'aurai le jeu à la fin. Donc, bon, dans tous les cas, normalement, à moins qu'il y ait une grosse catastrophe, mais généralement, les gens sont quand même sûrs à la fin de moi récupérer un petit quelque chose, et là, en l'occurrence, le jeu. Donc, je pense que ça va être pas mal à convaincre, quoi. Attends, j'entends le chat gratter. Alors tu dis que ton projet a surfé sur un manque, en tout cas un besoin finalement qui était là. C'est pas ton projet qui s'est mis à surfer tout seul, tu l'as propulsé quand même. Comment tu fais au niveau du marketing pour faire connaître? Est-ce que tu payes? Est-ce que tu utilises les algorithmes, comment ça se passe? C'est sur Instagram, TikTok, YouTube, comment tu fais? Bah alors en fait, il faut mettre des billes un peu partout. Faut tester ce qui marche. Alors en gros, vraiment sur la partie communication et marketing, j'ai suivi une masterclass d'une personne qui s'appelle Chris Zukowski, qui est Oui. assez réputé en ce moment sur Internet dans le marketing de jeux indés. Donc ça a été un de mes premiers investissements quand j'étais déjà persuadé de la valeur de sa masterclass bien avant, mais quand je me suis lancé, ça fait partie des premiers investissements que j'ai fait. Donc j'ai suivi un petit peu sa méthode, hein, finalement. Et c'est un peu ça que je suis au quotidien. Lui, sa dynamique, c'est vraiment tout tester. Et il faut tester les trucs et essayer de monitorer, de savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Euh, Quand je me suis lancé, j'étais à des années-lumière de me dire que j'allais faire une newsletter, que j'allais faire du contenu sur TikTok, que je pensais que j'allais faire des stories sur Instagram, et c'est tout. Euh, et puis des vidéos YouTube aussi. Et au final, bah, j'ai un peu tout testé. Et bah, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent tout le temps, il y a des choses qui marchent jamais, il y a des choses qui marchent de temps en temps. C'est un peu organique finalement, on sait jamais trop. TikTok, ça a très bien marché assez vite, donc je savais que ça allait être un petit peu la plateforme principale. En français ou tu parles, en anglais, Je fais que en français. OK. J'avais prévu de faire en anglais à la base, trop compliqué, et en fait, on a un peu loqué au niveau de la région sur TikTok, donc en fait, c'est très difficile d'aller toucher des j'allais dire des internautes, j'ai quel âge, mais du public anglophone. C'est très difficile à aller toucher sur TikTok. Je m'étais renseigné, mais alors il faut potentiellement aller acheter une SIM ou commander une SIM à l'étranger, parce qu'en Ah fait, ouais? c'est un genre de SIM lock. Alors,
ça le fait pas pour tout le monde. C'est toujours pareil, les réseaux sociaux, c'est une dynamique de régularité, de quantité de contenu, de vraiment les structures de contenu. J'ai déjà essayé de faire quelque chose qui fonctionne en français. J'ai toujours pour projet de le faire en anglais, mais le problème, c'est que bah, voilà, la communication, c'est hyper chronophage. Et déjà, le faire en français, c'est très compliqué. J'ai fait un devlog En en anglais. Ouais. Je Vas-y, vas-y. j'allais dire, moi, en ce moment, je remarque que YouTube traduit automatiquement mes vidéos avec une piste sonore anglaise. Est-ce que, ça te le fait aussi? Est-ce que ça t'aide? En fait, j'ai jamais testé. Il m'avait envoyé un mail pour me dire que ça allait être activé parce que bah, il distribuait ça petit à petit aux chaînes. Euh, En fait, je crois que j'en ai jamais passé une seule avec la piste en anglais parce que Ah, ça le fait automatiquement? ouais, ça le fait automatiquement, mais moi je crois que je peux les valider et je crois que je l'ai jamais fait. Ah, OK. Ou alors peut-être que je me plante, c'est possible, mais j'ai écouté une ou deux fois, je me suis dit bah ok, pourquoi pas. J'avais vraiment pas du tout la sensation que ça allait m'aider. Donc au OK. début, je me suis pas trop posé la question, je me suis dit non, je vais pas les mettre. Il faudrait que j'essaye en vrai, je me suis jamais trop posé la question de si ça avait un intérêt ou pas, très sincèrement. Je sais pas. Moi, personnellement, je suis très chiant. Je peux pas regarder une vidéo avec ce système-là. En tout cas, ça me convient pas. Des fois, ça m'est arrivé il y a pas longtemps je sais pas pourquoi YouTube a pété un plomb. Il m'a mis une vidéo, je crois que c'était chez Chounet, avec le doublage anglais. J'ai trouvé ça un peu horrible. Bon, là, c'était un cas particulier parce qu'il est français, mais voilà. Non, j'ai jamais tenté. Par contre, j'ai écrit, tourné une vidéo complètement en anglais avec mon plus bel accent. Ah, j'étais tombé dessus, je Et, crois. et voilà, ça a pas marché, mais je suis pas tant surpris que ça. J'avais essayé de lancer sur une autre chaîne et en fait, YouTube m'a un peu shadowban parce qu'il me disait que ma chaîne n'était pas vérifiée. Du coup, j'avais pas les liens, ma vidéo n'avait pas été mise en avant du tout, donc en fait, elle a été un petit peu enterrée très rapidement. Donc je l'ai supprimé, je l'ai réuploadé sur ma chaîne classique. Elle a fait quelques vues, mais voilà, pas quelque chose d'extraordinaire. Après, je sais que les devlogs, c'est aussi un cas particulier au niveau de la communication. C'est un truc que enfin, tout le monde veut faire, quasiment tout le monde fait. Typiquement, Chris Zukowski, lui, c'est un truc où il dit ne faites surtout pas de devlog. Donc, Ah, voilà, pourquoi? c'est pas un Pourquoi il truc dit qui me ça? dit. En fait, le problème des devlogs, alors en tout cas sur la sphère anglophone, ça fait pas pareil côté francophone parce qu'il y en a très peu. Et je pense qu'il y a des personnalités comme Doc Gero, par exemple, qui a vraiment instauré quelque chose de très... euh, vraiment, tu t'intéresses à la personne, à son univers et pas forcément au projet. Donc typiquement, si Doc Gero fait un devlog, ou même un francophone fait un devlog, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des gens qui vont être intéressés au jeu. Sphère anglophone, moi je regarde énormément de devlogs parce que je suis le public. Et en fait, c'est pas ça que les gens veulent comme public. Les gens veulent un public de joueurs. Je vois des vidéos qui font 4 ou 5 fois mon, le Mmh. nombre de vues que je fais moi sur mes vidéos avec un seul devlog et qui ont 10 fois moins de wishlist que moi. Mmh. Alors que, alors que bah voilà, il y a énormément de vues, donc ça convertit pas en fait parce que le public c'est un public de développeurs quoi finalement, de créateurs de jeux, créateurs ou créatrices. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'il dit de pas le faire parce que ça prend beaucoup de temps et le bénéfice, enfin le retour sur investissement en termes de temps est vraiment pas ouf, quoi. Mais c'est un cas particulier pour les anglophones, en tout cas, j'ai l'impression. Bah, Je c'est sais vrai pas que toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, mais voilà. Moi, je sais que globalement, ça mmh. marche assez bien. Bah, c'est vrai que ça rapporte, peu de joueurs, mais ça je trouve ça dé m'ouvre des opportunités professionnelles. Mm. Ça permet de rencontrer d'autres pros et Mm. d'autres créateurs aussi qui osent se montrer, parler de leur vision du métier et cetera et j'aime bien, côtoyer ces gens-là. Voilà. Ouais, Donc rien que pour ça, ça vaut le coup, je trouve. 100%. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est un vecteur assez facile à échanger pour tout ce qui est présentation de ton projet. Moi, je sais qu'au tout début, quand le jeu était pas encore sur Steam, quand j'ai vraiment commencé à parler du projet, ce que les gens s'échangeaient, c'était mon premier devlog que j'ai sorti un peu au moment où j'ai annoncé les jeux. Donc c'était en octobre 2024, je crois, dans ces eaux-là.
Et en fait, ce que les gens s'échangeaient, c'était mon premier devlog, ma première vidéo YouTube. Du coup, je pense que c'est facile de se projeter sur le projet, de voir qui il y a derrière. Je pense que c'est un bon moyen d'échanger, d'échanger le jeu, quoi, la connaissance du truc, entre guillemets. Donc, Et peut-être que pour le Kickstarter aussi, ça montre que, tu es là depuis longtemps et tu documentes, hmm. il y a un côté, Ouais. storytelling. Et puis il y a un truc aussi qui est assez important, enfin qui découle de ça, c'est le fait d'être une personne physique, de voir quelqu'un. Je sais que moi, quand j'ai commencé vraiment à faire des jeux vidéo, que j'ai commencé à vouloir en parler, j'ai fait un compte Instagram, une chaîne YouTube, et puis tout de suite on a dit, ah, on est Dissident Studio. Je faisais ça avec deux copains à la base. Et donc on est Dissident Studio, on a un studio machin, et les gens s'identifient pas à ça en fait. On s'identifie rarement à une entreprise ou à un studio comme ça, on Oui. s'identifie à une ou deux personnes peut-être, mais voilà, on s'identifie aux gens. Donc voir la tête, c'est super important. Et du coup, c'est si effectivement on voyait pas ma tête, on n'avait pas trop d'infos sur le projet, que on me voyait pas présenter le projet, dire regardez, je fais ci, je fais ça, je pense que les gens auraient beaucoup plus de mal à passer à l'acte de payer un jeu en avance alors qu'il est même pas testable. Voilà, je pense que ça joue beaucoup, ça donne une certaine confiance dans le projet, quoi, d'une certaine manière. Est-ce que tu avais un plan B, si ça marchait pas? Non, non, pas vraiment. Mon objectif, c'était de réussir à trouver des missions freelance. J'avais prévu à la base, quand j'ai commencé le projet, de faire des missions freelance. Au final, j'ai pas eu le temps. Et puis, j'ai un peu décidé de tout mettre, enfin, mettre tout mon temps sur ce Kingdom. Donc c'était à la fois un choix, et puis en même temps, je me suis rendu compte que si je commençais à faire des recherches en freelance, il allait falloir que je sois disponible un peu tout de suite et sur des périodes de temps assez longues, donc ça me convenait pas non plus. Donc mon objectif, c'était de réussir à trouver un rythme en freelance, mais je savais très bien que j'étais euh, trop enfin, sur le fil avec mon chômage. Donc mon objectif, c'était de réussir à trouver un travail alimentaire, potentiellement à mi-temps, alimentaire dans le sens qui me permette de me rémunérer à mi-temps à peu près correctement et continuer à faire un entre-deux, le temps de me retourner et de mettre en place la partie freelance, quoi. Mais ouais, non, OK. sinon malheureusement, c'était un peu le souci, c'est que je savais très bien que si j'étais pas à plein temps sur le jeu, il sortirait dans très très longtemps, quoi, parce qu'il reste quand même beaucoup de travail, donc voilà. OK. Est-ce que tu peux nous raconter les moments forts du Kickstarter? Comment s'est passé les premiers jours? Comment s'est passé les derniers jours? Euh, Bah, les premiers jours, c'était vraiment fou. Surtout le premier, je crois, j'ai levé 5 000 € le premier jour. Et vraiment pas les premières 24 heures. Le Kickstarter a été lancé à 9h30 et à 19-20 heures, j'avais 5 000 €. Donc c'est genre des trucs où tu comprends pas trop en fait, Ah, pour être la clair. vache. Enfin, je veux dire, Mais c alors, attends. Ces gens-là, ils venaient d'où? Ils venaient de Kickstarter ou c'est toi qui as fait de la com, non, là, c'était quasiment que des gens de la communauté. En D'accord. fait, c'est ça le deuxième truc, pour le deuxième temps fort du Kickstarter, qui est tout ce qui sépare cette journée-là des 3 derniers jours de la campagne. C'est ouais, en fait, tous les gens ont donné tout de suite, et c'était l'objectif, hein, il faut que ça démarre vite. Mais après, bah, les gens avaient donné. Donc, heu, donc après, bah, une fois que tu as récupéré la majeure partie des personnes que tu peux atteindre, et bah, il faut aller chercher les autres, et ça c'est beaucoup plus difficile. En fait, ouais, une campagne Kickstarter, c'est une semaine au début et encore une petite semaine, c'est vraiment 4 jours au début, 4 jours à la fin, et entre les deux, il y a la vingtaine de jours qui reste, qui est vraiment à plat, quoi, où il se passe pas grand-chose. Moi, j'ai eu de la chance pendant cette partie-là, j'ai fait beaucoup d'apparitions presse, j'ai fait des interviews pour des articles locaux, je suis passé à la télé, je suis allé à la radio, enfin j'ai fait beaucoup de trucs, donc au final ça m'a un peu sorti le truc de la tête, et j'étais proactif vraiment à ce moment-là. Euh, Et c'est toi qui les as contactés ou? un peu des deux, ouais. J'ai fait quelques contacts, mais en fait, ça a fait un petit peu effet domino. En fait, vu que les journalistes et les organismes de presse se surveillent un peu les uns les autres, comme encore une fois, la dynamique intéressait pas mal, et bah, j'ai eu plein de contacts un peu spontanés de personnes. Genre, je suis passé à l'antenne locale de France 3 chez moi.
qui avaient vu un article dans l'Est républicain, et l'Est républicain était venu m'interviewer parce qu'ils avaient vu un article dans un autre hebdomadaire local, enfin voilà, que des choses comme ça. Donc j'en ai contacté quelques-uns, mais au final, c'est marrant parce qu'il y a plein de contacts que j'ai faits qui n'ont rien donné. Et en fait, au final, j'ai quand même fait des apparitions presse pour cet organisme-là parce que un autre journaliste m'a contacté parce qu'il avait lu un article dans le journal ou dans le média d'un confrère. Donc c'est Ah assez marrant. ouais. Est-ce que tu as eu des... Ah non, j'allais dire, est-ce que tu as eu des influenceurs, mais je pense pas, vu que tu n'avais pas de démo, du coup? Non, j'ai pas eu d'influenceur. J'ai quand même envoyé deux, trois messages à des personnes que je connaissais un petit peu pour leur proposer, voilà, un peu la classique, une clé du jeu et si ça les intéressait de faire une vidéo. Notamment, je suis pas mal le travail d'un loulou qui s'appelle Corzo, qui est très sympa, qui fait beaucoup de jeux de stratégie, qui a fait une vidéo adorable sur le projet au moment du Kickstarter. Et puis aussi quelques influenceurs plus ski, pour le coup, pareil, qui m'ont pas mal encouragé. Il n'y a pas eu énormément de vidéos directement d'influenceurs, mais j'ai eu beaucoup de coups de main, donc assez cool. C'est vrai que sans démo, c'est compliqué en fait. Ça... Et puis bon, il y a quand même une partie de la niche intéressée par mon projet où la partie influence justement ne joue pas. Typiquement, je suis en contact depuis un bon moment avec Basil Ski, qui est un moniteur de ski à Valseny qui fait des vidéos. Il fait un travail super cool et il ne parle jamais de jeux vidéo. Donc en fait, c'est un peu compliqué des fois Hmm. de mêler les deux, de parler d'un jeu pour un influenceur qui ne fait que des vidéos sur ses skis. Donc voilà, c'est un cas particulier, mais ça offre quand même pas mal de portée pour le coup, d'une certaine manière. Voilà. D'accord. Avant de passer aux questions un peu plus techniques, donc tu disais que tu étais auto-entrepreneur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ça se passe avec Kickstarter? Est-ce que c'est considéré comme un chiffre d'affaires, un don? Ouais, c'est chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est tout, tout chiffre d'affaires. En fait, ils considèrent que à partir du moment où en fait, je pourrais faire une campagne de dons, auquel cas elle ne serait pas imposable, elle ne serait pas considérée comme du chiffre d'affaires. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait de contrepartie dans le cas d'un don. En tout cas, je crois que c'est. Faut pas prendre ce que je dis pour conseil financier, évidemment, mais je crois que c'est ça la particularité. Moi, à partir du moment où je donne une contrepartie, c'est considéré comme un achat, en fait. Donc c'est du chiffre d'affaires pur et dur, comme tout ce qu'on peut avoir. C'est pareil, j'ai un compte Patreon qui fonctionne exactement pareil, comme il y a des contreparties, qu'elles soient physiques ou dématérialisées, ça n'a pas d'importance, c'est considéré comme du chiffre d'affaires. Donc tout passe par le même entonnoir. OK, OK. Alors, j'ai cru comprendre que tu créais le jeu sur, Unity. Mm. Pourquoi Unity et pas, Unreal, Godot, Game Maker, RPG Maker, Ouais, RPG Maker, aurait pu être sympa. Bah, ça fait quoi 8 ans que je fais des jeux sur Unity, donc bon, ça me semblait pas être un choix très intéressant que de changer de technologie, vu déjà le gros projet que ça représentait, donc je me suis pas posé la question en fait. Vraiment, j'ai choisi Unity parce que à la base, j'avais pas prévu de faire un jeu. C'était un prototype, comme je disais, de construction de remontée mécanique et bah, le prototype, je l'ai fait sur Unity parce que c'était là-dessus que je travaillais. Donc au final, tout s'est fait un petit peu naturellement. J'ai fait petite citation de Camelot, mais j'ai fait une série de trois petits P parce que j'ai commencé vraiment à travailler sur ce Kingdom. Donc là, c'était toujours sur mon temps libre, mais pile au moment où Unity a annoncé son gros changement au niveau du pricing, quand il y a eu le oui, tollé. oui. Il y a eu, alors ça s'est très vite évaporé, ça a été très vite corrigé, mais il y a eu quand même quelques semaines où euh, j'avais vraiment prévu de commercialiser mon jeu enfin, en travaillant avec Unity. Et du coup, il y a quand même un moment où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un move assez logique de commencer un aussi gros projet avec une technologie enfin, où l'entreprise commence à faire n'importe quoi là tout d'un coup, sorti de nulle part. Donc j'ai ouvert Unreal, et puis ça m'a saoulé au bout de 2 heures. J'ai lancé sur Unity, et puis bon, au final, le soufflet est retombé assez vite avec cette histoire Ouais. de pricing. Et puis bon, globalement, la direction d'Unity a tendance à pas mal s'améliorer sur plein d'aspects. Donc
Bon, ça reste positif ces derniers temps, mais bon, on n'est jamais à l'abri malheureusement. Mais ça marche avec tout le monde, hein, je veux dire, ça marche aussi avec Unreal. La différence, c'est que Unreal a eu un petit peu plus la chance, entre guillemets, d'avoir une direction plus claire au niveau du moteur, là où Unity, des fois, ils comprennent pas qu'il y a des gens qui travaillent avec le moteur et que c'est pas... Enfin, le côté business et moteur doivent des fois être un petit peu éloignés parce que sinon, ça peut poser vite problème, quoi. Donc, voilà, donc finalement, j'ai pas trop, je me suis pas trop posé la question avec Unity, quoi. D'accord. Quand on crée un jeu depuis 2 ans, il y a peut-être alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà le code qu'on a fait il y a 2 ans. Est-ce qu'il est encore sympathique aujourd'hui ou est-ce qu'il devient un peu un obstacle? C'est une bonne question. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Ouais, ouais. Ouais, je comprends bien, ouais, c'est non, c'est compliqué, c'est assez compliqué, surtout sur des projets comme ça où il y a vraiment beaucoup de code. C'est assez marrant parce que j'ai décidé du coup à la fin du Kickstarter de refaire. J'avais une grosse dette technique du coup justement parce que ça faisait 2 ans que j'avais fait certaines choses. Donc j'ai décidé de tout remettre à plat. C'est un petit peu un pari sur l'avenir, mais vu que l'objectif c'est quand même de continuer à développer le jeu encore au moins, j'estime au moins 1 an après la sortie. Si j'arrive à me rémunérer suffisamment pour le faire évidemment, mais de rajouter du contenu pendant 1 an. Donc je savais qu'il y a un sacrifice en termes de temps que je prenais là, je le regretterais pas dans 1 an justement. Donc j'ai tout remis à plat, ouais, c'est compliqué. Il y a des choses à la fois qui sont bien, des fois on regarde ce qu'on a fait, on dit: «Oh ça c'était cool, c'était bien pensé». Il y a des fois où c'est naze et on se demande comment le jeu fait pour tourner avec ses bouts qui traînent dans un coin de la pièce. Donc ouais, je suis un peu, j'ai pas mal de travers, mais je suis surtout très conservateur en termes de code. Donc en fait, je supprime très rarement des bouts de code. Je déteste avoir des bouts de code où je sais pas ce qu'ils font. J'ai aussi comment dire, j'ai aussi une habitude qui est très controversée, qui est en fait, la manière dont je code, c'est que j'estime que je dois être capable de recoder le truc si je perds le code, mais que j'ai que les commentaires, en gros. Ah Euh, ouais, ma manière de faire, c'est si j'explique ce que ça fait. Alors, c'est très controversé, personne fonctionne comme ça, je pense, enfin, très peu de personnes. Et pour avoir travaillé dans le milieu professionnel sur des très gros projets, je sais que j'étais le seul à fonctionner comme ça. Généralement, on a plutôt l'idée de il n'y a pas besoin de commenter si le code part de lui-même. Ce qui est absolument pas mon cas. Si je copie une chaîne de caractères, j'écris copy string au-dessus. C'est systématique. Euh, Ça peut être, on peut me le reprocher à plein de niveaux, mais en fait, j'essaye d'avoir un truc où si je sais plus ce que fait le code, dans le sens où je sais plus comment il marche, ou alors que juste il marche pas, et ben je sais un peu le contexte dans lequel il est, et ce qu'il est censé faire. Je m'en sors pas trop mal avec OK. cette habitude-là. Ça veut dire que tu codes pas seulement pour les machines, mais que tu codes aussi pour les humains. Ouais. C'est En fait, intéressant. c'est un espèce de gros dérivé du syndrome de l'imposteur, hein, faut pas se mentir. C'est vraiment un truc de, euh, je sais pas si ce que je fais c'est bien, j'ai toujours peur que le truc marche pas et qu'il faut que je retourne dessus et que je vais plus savoir ce que j'avais fait. Enfin, j'ai vraiment des grosses angoisses par rapport à ça. Alors que bon, voilà, je commence à avoir un peu roulé ma bosse, donc j'ai de bons réflexes et j'ai eu la chance de travailler sur des gros moteurs professionnels avec des jeux double A. J'ai bossé sur un MMO avec une base de code gigantesque, enfin des trucs assez compliqués en termes techniques. Donc j'ai une légitimité, mais je suis pas en accord avec ça. J'ai pas confiance en moi, donc je fais toujours attention à ce que je puisse récupérer ce qui a été fait. Et voilà. Donc en fait, ça mène une base de code qui est assez propre entre guillemets. Pas en termes de commentaires parce que c'est commenté de partout, mais par contre globalement, je sais à peu près tout ce qui se passe et généralement quand je restructure les choses, c'est plutôt remplacer du texte à trous finalement. Donc ça, Mmh. c'est assez facile à maintenir d'une certaine manière. Voilà, c'est une technique un peu particulière, mais c'est comme ça que je m'en sors en tout cas. D'accord. Est-ce que tu as fait des erreurs de débutant ou alors des choses que maintenant, avec ton expérience, tu aurais procédé autrement? Ouais. Euh, En fait, quand quand tu fais beaucoup de code, tu as l'impression que il y a jamais une structure qui est correcte. En fait, tu as toujours un peu la frustration de pas faire les choses proprement,
de prévoir ton code vraiment très à l'avance, de faire des structures assez complexes, d'utiliser des paradigmes de programmation, des trucs comme ça. Donc quand je me suis lancé à fond sur ce Kingdom, je me suis dit ok, je vais faire les trucs propres parce qu'avant bah, j'étais toujours un peu à l'arrache, hein, vu que je faisais ça sur mon temps libre. Et puis c'était des gens un petit peu particuliers aussi qui avaient besoin de moins de code. Euh, et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que des fois il faut vraiment. Et c'est un concept, hein, ça je crois que ça s'appelle le KISS, le Keep It Stupid and Simple. C'est vraiment des fois, il faut déjà que le truc marche. Et une fois que le truc marche, bon, tu réfléchiras comment tu peux optimiser ce truc-là, faire je sais pas quel paradigme pour que ton code soit plus propre. Mais en fait, des fois, il faut juste faire le truc. Hmm. Et l'erreur que moi j'ai fait, c'est d'essayer d'avoir un code super propre, super maintenable, avec des techniques un peu obscures pour faire des trucs jolis. Et en fait, je me suis pris là, ces 2 derniers mois, depuis janvier, là, à dégager les trois quarts de ces trucs-là et à les refaire simples et bien plus maintenables. Il y a bien moins d'erreurs, j'ai bien moins de problèmes avec. Donc, ouais, faire les trucs simples dès le début, franchement. Le plus. Simple et fonctionnel, ok. Et puis, allez, il faut regarder un peu ce qu'ils font les autres. Sur Unity, c'est assez facile d'aller décompiler d'autres projets pour voir un peu le code. C'est pas mal intentionné, c'est juste pour voir un peu comment c'est fichu. Et des fois, se remettre un petit peu, remettre le truc en perspective en disant, ouais, alors il n'y a pas besoin que ce soit compliqué pour que ça marche, quoi. Le jeu là, typiquement, j'ai toujours mon petit onglet .pic là de Outer Wilds décompilé justement. Et des fois, je vais voir comment ils ont fait certains trucs. Allez, c'est bon. Pourquoi je me prends la tête à imaginer une structure, à faire des diagrammes, machin? Non, non, ils ont fait une variable statique ou je sais pas quoi. Ils accèdent au truc et puis ils modifient, puis c'est tout, ça marche, ça fonctionne. Et, voilà, des fois, ouais, faut pas se prendre la tête parce que c'est bon, j'aime pas trop dire ça parce que je suis vraiment le genre de gars qui aurait tendance à dire faites les choses consensueusement, réfléchissez aux impacts, machin, mais pour avoir bossé dans des productions où tu dois rendre des builds jouables une fois par semaine en ayant corrigé le plus de bugs possible, en ayant porté un moteur et des gros trucs comme ça, des fois faut y aller, quoi. T'as pas le choix, hein, il Ouais. faut que ça il faut aligner les trucs et t'as pas trop le temps de te poser la question de, de tout un tas de problèmes structurels ou quoi. Des fois, il faut juste que ça marche, quoi. C'est important quand même. C'est vrai que ce qui est propre pour un cerveau humain, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus propre pour un ordinateur. Enfin, moi, Mm. j'avais la phobie, par exemple, de mettre trop de variables Ouais. dans une classe ou dans une fonction, alors que j'en mettais 100, j'en mettais 1000, j'en mettais 10 000, la Ouais. fonction tournait quasiment pareil. Ah, mais pour moi, je me suis dit, non, je vais pas fatiguer l'ordinateur à ce point. Tu vois? Et comme Ouais, tu dis, foutre des grosses variables statiques en raccourci accessibles partout, ça aide de ouf, quoi. Mm. Ouais. En fait, moi, j'ai presque l'autre truc qui est, enfin, ouais, il faut trouver un juste milieu des fois à ce que ce soit pratique pour les humains aussi. Ouais, tout en respectant d'une certaine manière ce que pense l'ordinateur, mais globalement, il s'en fiche, hein. Faut décompiler son code une fois, enfin pas le décompiler, mais justement le compiler en assembleur et voir un peu le Capharnaüm que c'est Oui, là-dedans. Il va faire des jumps et des moves de partout et voilà, c'est tout. Il va enfin, des registres en assembleur qui en aient 100 ou 10 000 et ça va pas le perturber plus que ça. Donc, bon, à moins que tu stockes l'intégralité de Wikipédia dedans, mais sur le principe, ça lui pose pas tant de problèmes. Donc, ouais. En fait, c'est bien des fois d'avoir. Ouais, de se faire un petit peu des challenges comme ça, de remettre en perspective ce genre de truc, parce que des fois, tu prends des habitudes, comme tu dis, d'humain, et puis en fait, la machine, elle s'en fiche, vraiment. C'est pas son problème. en parlant de ça, est-ce que tu fais des stress tests? Par exemple, de mettre 100 000 visiteurs dans ton parc. Ouais, à l'heure actuelle, si tu veux, je stress teste le truc à partir du moment où j'ai 100 loulous dans ma station, donc ça, je sais que ça marche pas, par exemple. Voilà. Ok. Non, non, je fais pas trop de stress test, c'est vrai, c'est pas un truc que j'ai pris l'habitude de faire. Je sais va falloir que j'y passe sur certains trucs parce que c'est vrai qu'il y a des gros challenges un peu de performance là-dessus.
typiquement du point de vue des visiteurs, ça reste un gros point. En fait, le problème, c'est que il faut prendre le temps de d'écrire un peu des scénarios de test qui sont logiques. Mettre 100 000 visiteurs dans un cercle tout réduit, ça n'a pas de sens en fait. Donc en fait, il faudrait que je réfléchisse à un système pour avoir une vraie station complètement construite avec des visiteurs qui sont répartis un petit peu partout pour voir ce que ça fait. Et du coup, bah, en fait, tu rajoutes des contraintes à chaque fois et tu te retrouves en mode bon, alors il faut déjà que je fasse tel truc avant de faire tel truc avant de pouvoir faire mon stress test. Donc voilà, j'ai déjà essayé de pousser un petit peu les trucs moi en jouant et je sais qu'il y a pas mal de problèmes de perf qu'il faut que je résolve et tout, mais j'essaye de mettre ça dans un Et coin de ma tête et de pas y toucher parce que je sais que c'est très néfaste d'optimiser trop tôt. Et donc voilà. les problèmes de perf, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui est gourmand dans ton jeu? Est-ce que c'est les graphismes? Est-ce que c'est le système physique? Est-ce qu'il y a de la physique d'ailleurs? Je sais pas. Non, il n'y a pas de Euh, physique. d'accord. Ce qui est gourmand, ce qui est gourmand principalement à l'heure actuelle, c'est le rendu. Parce que en fait, il y a plein de choses que j'ai pas pris le temps de faire correctement. Typiquement, bah, tu sais, quand on affiche des modèles 3D, on a toujours généralement des niveaux de détail quand ils sont affichés plus ou moins loin. Typiquement, ça, sur tout ce qui est structure, comme les bâtiments, les remontées mécaniques, tout ça, ils sont pas générés, les loadés. Donc, Ah, d'accord. Ok. ouais. Donc une gare de remontée mécanique, qu'elle soit devant toi ou super loin, elle sera toujours affichée de la même manière. Donc typiquement, à l'heure actuelle, voir une ligne complète de remontée mécanique, c'est super gourmand déjà. Hmm. Parce que il n'y a aucun modèle 3D qui est optimisé. Je sais aussi que j'utilise pas mal de modèles 3D que j'achète sur internet parce que je suis pas modeleur 3D à la base, donc j'apprends, il y a des choses que je fais moi-même avec des outils, des petits trucs que je sais faire moi-même et puis j'essaie de progresser, mais il y a aussi énormément de modèles que j'achète et il y en a beaucoup, ils sont pas optimisés pour, pour le jeu, il faut être clair, il faut aussi que je fasse une passe là-dessus. Euh, donc voilà, à l'heure actuelle, c'est pas mal le rendu, je sais que les visiteurs sont très problématiques aussi. Est-ce que Donc est-ce ça, que c'est t'as est-ce que t'as jeté un œil sur le Unity Store, sur les assets? Alors déjà, est-ce que tu utilises des assets qui viennent du store? Et deuxième question, est-ce que tu as jeté un œil aux assets? Je sais que tu en as pour produire des niveaux de détail différents sur tes mèches. Et tu en as même un ouais. que moi j'avais acheté à l'époque, qui produit juste une face en 2D. Ouais. Et est-ce que tu as déjà essayé ça ou pas, du coup? Ouais, ouais, j'utilise, Amplify Impostors, ça Ah bah voilà, s'appelle, je pensais à celui-ci, ouais, ouais. ouais. Ouais, 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 carrément, alors en fait, il est déjà en place, mais pour les arbres ouais, parce que les arbres, je les génère avec SpeedTree, ouais. et du coup, je les ai convertis et comme les arbres, il y a que 3 modèles différents d'arbres pour le moment, c'est déjà fait et puis il y a un truc un peu particulier aussi, j'utilise The Visual Engine qui permet de gérer la neige sur la montagne. Euh, du coup, il y a tout un truc pour générer les imposteurs qui réagissent à la neige. Donc voilà, tout ça c'est mis en place. Et du coup, ouais, c'est carrément prévu que les trois quarts des structures soient gérées avec des imposteurs parce que bah, va y avoir un point de vue assez éloigné. Donc voilà, là plutôt la dynamique, ça va être de générer des modèles entre deux parce que pour le coup, pour les arbres, Oui. c'est soit le modèle full, soit l'imposteur parce que les imposteurs sont assez convaincants. Donc voilà. Et Ok. sinon, ouais, pour l'asset store, c'est c'est mon deuxième garage, ce truc-là. J'ai Ouais, pareil. j'ai beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de trucs qui traînent là-dessus. Tiens, ben, je vais mettre cette question-là un peu dans ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu utilises des assets générés par IA? Non, 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 pas du tout. Et pourquoi du coup? Bon, alors déjà, je suis vraiment pas du tout intéressé par l'IA d'une manière générale. C'est pas trop un outil qui m'intéresse et que j'ai envie d'utiliser, voilà, pour tout un tas de raisons. Mais ça m'intéresse pas trop. Et c'est vrai que, bah, globalement, quand même. Alors, il y a quand même deux nuances par rapport à ça. J'utilise quasiment pas d'outils artistiques. Enfin, j'utilise pas trop de modèles qui sont sur la Store, des trucs comme ça. Donc, globalement, il n'y a pas trop d'IA là-dedans. Je sais qu'il y a des outils que j'utilise où c'est clairement dit que les loulous ont codé avec l'IA. Bon, bah ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire.
Donc voilà, ça oui, d'une certaine manière. Après, je les sélectionne pas selon ça, mais ouais, non, sinon, côté artistique, bah, j'utilise vraiment quasiment que quelques modèles que j'ai achetés, pas sur l'Asset Store d'Unity, mais ailleurs. Je passe pas mal par CJ Trader. Sinon, pour les sons, c'est pareil, j'utilise un site qui s'appelle Zapsplat et il y a pas mal de sons que j'ai enregistrés moi-même aussi. Et puis pour la musique, c'est Wiz qui s'en charge, donc ça évidemment, c'est tout fait par lui. Donc voilà, non, pas de trucs comme ça. Ok, ok. Sinon, ouais, je sais qu'il y a pas mal d'outils où, ouais, en général, il y a des gens qui utilisent pas mal de Copilot, je crois que ça s'appelle, des trucs comme ça pour coder un peu avec l'IA. Je sais qu'il y en a de plus en plus sur l'Asset Store qui fonctionne un peu avec ça. Donc, je regarde pas le code, par contre, parce que je préfère pas trop savoir comment c'est fait, pas savoir comment la soupe est faite. Ok, ok. Mais du coup, toi, tu codes pas avec un assistant IA, du coup. Non, pas du tout. Ok. Alors, j'ai un truc, j'utilise Rider de JetBrains. Ils ont eu une espèce d'autocomplétion un peu évoluée. Je crois que c'est un peu boosté à l'IA. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est dans un sens, si tu Ouais, utilises déjà l'autocompression, ouais, est-ce que ouais. c'est. Bah, Ou alors, quand il y a un truc que tu sais pas coder, avant, moi, je cherchais sur Stack Overflow, tu vois. hmm. Maintenant, je demande à ChatGPT. Comment tu fais, toi, du coup? Bah alors ouais non, moi j'ai juste ouais cette autocomplétion un peu intelligente parce que bon, tu as l'autocomplétion où tu mets un point puis il va te proposer les méthodes que tu as dans ta classe par exemple ou des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment plus il va essayer de te compléter ta ligne ou des trucs comme ça. Donc ça je pense qu'il y a pas mal d'IA dessus. J'avais testé le système, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils en ont un JetBrains je vois bien le logo mais je sais pas comment ça s'appelle un truc d'IA. Ils avaient fait un moment un essai gratuit, donc j'avais testé. Donc là, c'était plutôt type, bah, un peu comme ChatGPT ou quoi. Tu donnes un prompt et puis il te génère le truc. Mais il a quand même du contexte, donc il peut faire des trucs quand même un petit peu plus intéressants directement dans ton IDE. Ça fait longtemps que j'ai essayé ça quand même, ça fait bien un an. Ça m'a pas convaincu en vrai. Bon, voilà, ça fait vraiment écho avec ce que je disais au début. Si je sais pas comment c'est écrit, je fais un peu des crises d'angoisse. Donc j'avais un peu l'impression de perdre le contrôle sur certains trucs. Et en vrai, je sais que c'est un petit peu des fois le discours des personnes qui sont pas trop pour l'IA, mais j'avais pas l'impression que ça m'aidait tant, honnêtement. Donc bon, voilà, ça m'a pas convaincu plus que ça. Donc à part l'autocomplétion, ça m'est arrivé quelques fois d'utiliser, j'avais eu pendant un temps un abonnement Le Chat de Mistral. Euh, Ah oui. et ouais, et j'ai utilisé ça quelques fois pour deux, trois questions de code où c'est vrai que ce que je trouve bien avec les IA comme ça, c'est que bah, tu peux dire le truc comme tu penses et lui, il va un peu comprendre ce que tu veux lui dire. Ou si tu tapes ça sur Google, tu vas juste un peu avoir l'air con à écrire un truc qui n'a pas de sens et tu sais pas vraiment ce que tu cherches en fait. Ouais. Donc ouais, ça m'est arrivé deux, trois fois aussi d'utiliser ça, mais j'ai plus d'abonnement. Donc, je l'utilise plus et puis c'est vrai que j'ai même pas trop eu de situation où j'en avais besoin. Donc voilà. Ok, ok. Alors, c'est quoi le défi technique de créer un jeu de station de ski? Est-ce que il suffit pas juste tu poses des bâtiments sur un terrain Unity, basta, terminé? Hmm. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Le plus gros défi technique, enfin, ouais, il y a plusieurs gros défis techniques, mais ouais, c'est un peu que tout communique ensemble. C'est vrai que le truc le plus chiant pour le coup, c'est la persistance. Parce que bah, placer des trucs sur un terrain Unity, bon, il y a quand même, il faut que le terrain match, il faut aplanir le terrain, et des trucs comme ça qui sont un peu chiants à faire. Ah, tu veux dire quand tu poses un bâtiment, le terrain du coup est aplati dessous? Ouais, c'est D'accord. ça. Ça, c'est pas chiant à faire sur le principe, c'est juste que pour le faire et que le joueur voit comment ça va se passer une fois qu'il l'aura posé et que ton ordinateur ne fonde pas comme neige au soleil, c'est un peu plus chiant. Ça, c'était un truc qui est d'ailleurs toujours pas parfait parce que mon système fait toujours des marques, hein. Enfin, c'est toujours un petit peu marqué les transitions entre du terrain aplani et du terrain pas aplani. Mais ça, c'est un truc assez chiant. Est-ce que tu utilises un énorme terrain ou euh, une grille de petits terrains découpés?
qui sont Non, c'est peut-être... un seul gros terrain. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. C'est c'est une question. Pour être honnête avec toi, je travaille actuellement là-dessus. Je suis en train de faire des tests euh, pour décider vraiment de la taille finale de mes terrains sur certains aspects, parce qu'il y a toujours des trucs qu'il faut que je décide et que je tranche là-dessus. C'est une question qui se pose. En fait, j'ai pas des terrains assez grands pour que ça justifie d'avoir plusieurs petits terrains. J'ai peur que ça foute mes performances en rade plus qu'autre chose, donc pour le moment, avec la taille que j'ai, c'est pas, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais Ok, ok. non, c'est un seul gros terrain. Et tu disais que la difficulté, c'était de faire communiquer les différents bâtiments entre eux, c'est-à-dire? Ouais, il y a tout le, ouais, tous les trucs ouais, qui communiquent ensemble, qui évoluent ensemble, et puis surtout la partie persistance. En fait, les bâtiments, tout ça qui communiquent ensemble, c'est pas forcément le plus gros problème. Bah, surtout les bâtiments, c'est plutôt les visiteurs. Typiquement, bah, comment ils vont savoir où aller. Enfin voilà, tout un peu leur déplacement dans la montagne qui est directement lié à où est-ce que tu places une remontée, où est-ce que tu places une piste, où démarre la piste, où elle se termine, comment tu y accèdes, tous ces trucs-là qui découlent un petit peu directement de tout l'intercommunication entre ces différents éléments-là. Et puis ouais, la persistance, c'est le truc qui permet bah, de recharger ta partie et d'avoir tout qui est à peu près en place. En Hmm. fait, ça, ça fait partie des trucs qu'il faut anticiper très longtemps à l'avance. Ouais, Parce que tu as vite fait de te dire, oh bah c'est bon, voilà, je place une entrée de remontée, je place un bâtiment, je construis une piste, voilà, c'est bon. Mais par contre, derrière, il faut que tu te sauvegardes tout ça ouais. dans une structure qui est à peu près cohérente et qui te permette de le recharger, de tout reconstruire quand le joueur charge sa partie, quoi. Et autant, bon, bah, il y a des trucs qui sont simples, autant savoir sur quelle remontée mécanique était ton tel visiteur, et bah, ça peut être un petit peu challengeant parce que bah, tu peux pas vraiment sauvegarder les trucs en eux-mêmes. Enfin, une remontée mécanique, une fois qu'elle est sauvegardée, c'est une position de départ, une position d'arrivée, des positions de pylône et c'est tout. Et derrière, tu dois régénérer tout ça et puis ton visiteur va dire ah bah moi j'étais sur telle remontée, mais c'est quoi telle remontée? Tu vas pas Ouais. stocker le nom de la remontée, c'est un peu nul. Donc du coup, dans ce Kingdom, tu as tout un système de GUID où toutes les entités ont un ID et elles connaissent les ID des autres quand elles sont sauvegardées. Donc tu as tout un gros truc comme ça qui, qui est un peu fragile des fois. Mais t'as pas trop le choix en fait. Et ouais, voilà, ça c'est un truc un peu chiant. Ça fait partie des premiers trucs que j'ai fait en fait. Euh, Ça, je l'avais à peu près bien anticipé. Et ça évolue régulièrement. Là, j'ai refait au propre justement ce truc-là, mais le concept est toujours là. Il y a justement des assets sur Unity qui te permettent de dire ok, je dump toutes les datas de tous les objets dans ta scène dans un fichier JSON, mais pour un jeu comme Kingdom, c'est juste pas possible de stocker ça là-dedans. Donc voilà, ça fait partie des gros trucs un peu chiants, je dirais. Peu Ok, ok. challengeant même. Comment on gagne une partie dans ce Kingdom? Bah, je pense que quand tu as réussi à faire crasher le jeu, parce qu'il tenait plus, je pense que c'est que tu as gagné. Non, bah, plus sérieusement, il y a trois modes de jeu, le mode bac à sable et le mode carrière qui sont des jeux sans objectif particulier, où le but c'est juste de construire sa station. Dans le cas du mode bac à sable, il n'y a pas de gestion de l'argent, pas de recherche, on a tout de débloqué dès le début et on s'amuse juste à construire. Dans le cas du mode carrière, il y a une gestion de l'argent et une gestion de la recherche des employés, tout ça. Il y a des employés aussi en mode bac à sable, mais bon, vu que l'argent est limité, ça pose pas de problème. Euh, donc là, il n'y a pas d'objectif particulier en fait, hein. Il n'y a pas forcément de système de banqueroute dans ce Kingdom. Si on n'a plus assez d'argent, bah, on n'a plus assez d'argent, c'est tout. C'est un peu un espèce de soft lock. Il y a forcément un système d'emprunt à la banque, mais les emprunts à la banque, quand on est à moins 1 million, on peut emprunter autant qu'on veut, ça s'équilibre plus au bout d'un moment. D'accord. Donc là, il y a pas de fin particulière. Et du coup, il n'y a pas de... du coup, il y a pas de mode facile, normal ou difficile. Non. Ok. Non. Moi, alors, ça va peut-être être challengé dans les prochains mois parce que je vais faire du coup des playtests et une démo. Donc, c'est possible qu'il y ait quand même un petit tweak sur la difficulté. Euh,
Moi, ma vision, c'était la difficulté, elle sera imposée par la géographie de la montagne, enfin la topologie de la montagne plutôt. Une montagne avec assez peu de dénivelé, pas de gros pics ou des choses comme ça, ce sera un mode facile, alors qu'une montagne avec vraiment des gros dénivelés, des grosses pentes, des trucs comme ça sera plus difficile. Parce que bah, forcément, toutes les remontées mécaniques ne peuvent pas accéder à n'importe quel endroit, peuvent pas gravir des pentes trop inclinées. Enfin, il y a quand même des contraintes sur le placement des remontées. Et puis les pistes, eh bah, selon l'inclinaison de la pente, elles sont plus ou moins difficiles. Et pour qu'une station marche bien, il faut qu'il y ait des pistes pour tout le monde. Donc construire une station de ski à un endroit où il y a que des pentes inclinées vraiment verticales comme ça peut être un peu difficile. Donc moi, c'était mon objectif. Enfin, c'était comme ça que je voyais le truc. C'est probable que ce soit pas suffisant et qu'il y ait un petit peu un mode où la recherche est plus rapide, où peut-être les visiteurs ont une satisfaction qui réduit un peu moins vite pour challenger moins. Je pense qu'avoir trois modes de difficulté, ça me semble un peu compliqué à mettre en place, mais un mode un peu détente et puis un mode normal, c'est peut-être envisageable. C'est probable que ça se produise comme ça. Ok, ok. Est-ce que tu as prévu de traduire le jeu? Et si oui, en combien de langues et comment tu t'y prends? Alors pour le moment, j'ai prévu juste français-anglais, traduit par votre serviteur ici présent. J'aimerais bien le traduire dans d'autres langues, mais bon, bah, évidemment, ça a un coût. À l'heure actuelle, la majeure partie, parce que je monitore pas mal mes wishlists et voir un petit peu qui ajoute le jeu. En wishlist, tu peux avoir en fait les infos bah, de la localisation, enfin de la position géographique plutôt des personnes. Euh, c'est principalement francophone et anglophone, donc je Hmm. pense que je m'adresse à la majeure partie des personnes qui seraient susceptibles d'acheter le jeu, en tout cas pour le moment. J'aimerais bien le traduire dans d'autres langues. Il y a un outil qui existe, je sais jamais comment il s'appelle, mais qui permet, tu sais, tu mets tes textes, puis en fait la communauté arrive et puis dit, oh, bah, moi je parle espagnol, Oui. ils ont la phrase en anglais, potentiellement un peu de contexte selon certains trucs, et tu peux traduire la phrase. Je pense que je vais faire ça. Euh, Hmm. c'est la solution qui est la plus la moins chère entre guillemets et bah, la plus réaliste à l'heure actuelle. Après, je sais qu'il y a de très bonnes entreprises qui font de la localisation. Je sais notamment qu'il y a LocQuest qui est beaucoup recommandé dans la sphère mi-indé. Mais bon, voilà, ça a un coût et voilà. Pour le moment, français-anglais. Selon le temps que j'ai, j'aimerais bien commencer à faire un peu les. Il y a un nom pour ces trucs-là, mais tu sais, les cinq langues Oui. français, anglais, espagnol, italien, allemand, je crois. Chinois? Euh, chi- Chinois, c'est pas dans ce combo-là, mais j'aimerais bien le faire aussi. Et j'ai pas mal de wishlist Chine, Japon aussi, une plus petite portion, mais j'en ai pas mal aussi. Donc ouais, dans l'idéal, je vais pas te mentir, j'aimerais bien que le jeu soit traduit dans toutes les langues. Après, il y a un... T'as beaucoup de textes? Non. J'ai pas beaucoup de texte et il y aura jamais trop de texte. Là où va y avoir le plus de texte finalement, c'est dans le tutoriel. Parce que bah, là, il y aura des phrases. Sinon, bah, il y a très peu de phrases, hein. Très sincèrement, une fois que tu as traduit télésiège, que tu as traduit les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 100, en gros, t'as pas trop de remontées mécaniques avec beaucoup plus de 100 passagers. Enfin voilà, c'est que des combinaisons de mots parce que bah, ça reste un peu un jeu de gestion avec des trucs assez simples. Euh, donc non, il n'y a pas beaucoup de mots. Et puis j'utilise un truc qui s'appelle Polyglot, je crois que c'est ça. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est un Excel, enfin un Google Sheets même. Je te l'enverrai si ça t'intéresse, parce que ça peut peut-être t'intéresser, avec à peu près toutes les langues, et en fait avec tous les mots de base qui sont renseignés dedans, traduits par la communauté. Donc en Hmm. fait, à l'heure actuelle, si tu joues au jeu, à part pour les termes techniques, mais typiquement, le jeu marche en chinois. Alors après, bah Ah forcément, ouais. remontée mécanique et télésiège, bah, j'ai pas la traduction chinoise. Mais pour tout ce qui est nouvelle partie, jouer, quitter, menu, options, résolution d'écran, tous ces trucs-là, et bah, ils sont déjà traduits grâce à ce truc-là, quoi. Donc c'est assez Ah, trop pratique pour le bien. coup. Ok. Mm. C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ, en tout cas pour commencer. Après, bah forcément. T'as pas mal de trucs selon le jeu que tu fais, tu vas avoir plus de facilité. Moi, c'est un cas particulier, mais
pense que si tu fais un jeu de rôle ou un truc un peu «classique» entre guillemets, où tu vas avoir plus de possibilités d'avoir des choses traduites par la communauté, tu peux t'en sortir assez bien, je pense. Moi, forcément, dès que tu lances le jeu, tu es sur, montagne et remontée mécanique et piste de ski, donc personne n'a voulu traduire ça, sur le truc, mais voilà, c'est un bon point de départ en tout cas pour, D'accord. Ah oui, la question défi, je vais essayer de te défier un peu. Heu, ton jeu se démarque par un aspect, contemplatif. Est-ce ouais. que on peut se mettre dans la peau d'un visiteur qui fait du ski ou qui est sur son télésiège? Non. Ah! Non, ce qu'il y aura, je le dis pas parce que il faut que je le fasse tant que je l'ai pas fait. J'aime pas trop dire les trucs tant que je les ai pas, faits. En tout cas, tester, être sûr que ça fonctionne comme je veux. Mais j'ai refait, il y a pas très longtemps, tout mon système de caméra. Ce qui fait que je peux mettre ma caméra un peu où je veux. Ce que j'aimerais bien qu'il y ait dans un premier temps, c'est qu'on puisse, voir à travers les yeux d'un visiteur. Pas le Ouais. contrôler, Ah oui, oui, mais se dire: «OK, c'est ça que je disais, ouais. ouais, OK, bah, ça c'est alors officiellement, ce n'est pas prévu. Officieusement, j'aimerais bien que ce soit en place. En fait, j'avais Ouais, mais de un ouf. «fantasme» entre guillemets, qui était de, dans un jeu auquel j'ai beaucoup joué qui s'appelle Roller Coaster Tycoon. Mais je pensais à ça aussi, Qui est bien un roller sûr. coaster, tu sais, tu peux renommer les visiteurs et tu peux, et c'est ça en fait le système de cheat code. Et tu as un, je sais plus comment il s'appelle, et tu as un et du coup tu passes en première personne avec, le visiteur que tu as choisi, quoi. Donc assez cool et j'aimerais bien faire ça parce que, à la base, je veux surtout le faire parce que je sais que ça me fera des plans assez sympas pour ma com. Grave. Donc je sais que ça peut m'aider. Donc ouais, non, en vrai, tant que c'est pas, éprouvé, je ne dis pas, mais c'est entre nous, c'est prévu, quoi. Entre nous, je te dis ça dans une interview qui sera sur YouTube, mais bon. D'accord. Non, mais on s'est compris, c'est que dans ce genre de jeu, ce qu'on aime bien, c'est le mec qui est dans le parc d'attractions, on aime bien aller dans le personnage, voir ce qu'il voit, Bah ouais, ouais. tu vois? Carrément. J'ai Et fait exprès de refaire mon système de caméra parce que, comme c'est un jeu de gestion, tu as une caméra orbitale, donc tu as un point, un endroit et tu gravites autour. Et c'est une caméra qui est très pratique pour tout ce qui est construction, gestion, tout ça. Par contre, pour ce qui est contemplation, c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai refait mon système pour qu'on puisse avoir une caméra première personne qui est contrôlable vraiment en mode vue à la première personne qui mmh, vole, parce que je sais que ça peut être pratique. Et du coup, quand j'ai refait le système exprès pour avoir ce truc-là, j'ai prévu le coup pour que la caméra puisse se poser un peu n'importe où. Et, euh, et du coup, c'est déjà prévu que tu puisses, parce que c'est un truc qui se fait assez souvent aussi, c'est suivre le parcours d'un visiteur. C'est ouais. tu sélectionnes un gars qui vient de rentrer dans ta station, puis tu loques ta caméra dessus, puis tu le suis faire tout son trajet. Donc en fait, il faut être clair, ce truc-là, il suffit juste de lui couper la tête et de mettre la caméra à la place de sa tête, et on a le truc où on visite la station en fait, pour être tout à fait honnête. Mais bon, voilà. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu le truc que moi aussi j'ai envie de faire. Et puis, En tout cas, en tant que joueur, ce serait la feature, que je voudrais, ouais, ouais. absolument, quoi. Bah, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien pouvoir se balader dans la station, et ça, c'est un truc que je kifferais aussi, et qui est pas plus compliqué que ça finalement. Le truc, c'est que, bah, en fait, pouvoir se balader à la première personne, c'est facile. Après, pour que ce soit marrant, il faut pouvoir monter dans les télésièges et puis descendre les pistes, tu vois. Donc, tout de suite, ça rajoute beaucoup de contraintes. Je sais qu'encore une fois, Planet Coaster, ils ont fait ça dans Planet Coaster 2, où là, c'est une feature, être à la première personne. Et du coup, ils ont tout fait correctement. Donc, tu peux te balader que sur les chemins comme les visiteurs. Tu peux faire les files d'attente comme les visiteurs. Quand tu arrives au bout de la file d'attente, tu peux rentrer dans une attraction. Enfin, tout est pareil que si tu jouais un vrai visiteur. Donc, c'est bien fichu. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est très immersif, je trouve. Et pourtant, ils l'utilisent pas trop dans leur plan com. Donc, c'est vraiment qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais Ouais, je pense que jouer avec visiteur, c'est secondaire. Juste, voir à travers les yeux d'un visiteur, Mm. c'est Ouais. important, mais le jouer, c'est peut-être, moins important, je Bah, moi, je trouve que c'est moins important, ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que bon, je me dis, avec un contrôleur qui est assez sympa pour skier, je pense que ça peut être sympa quand même Ah de oui, prendre des OK. remontées, de skier, tu vois. Ah, Si t'as un si on peut système, skier, ouais, 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 mmh, OK. ouais. Moi, j'imaginais, pas mal le truc, il y a un jeu que j'aime bien de cartes, Crash Team Racing, Ouais. qui a vraiment un système de Le dérapage, d'éclairage au niveau des ouais. dérapages, ouais. Et en fait, je me disais, il faudrait un truc comme ça, un peu bien foutu pour descendre les pistes, parce que bah, au final, les pistes, ça reste que des dérapages successifs.
Donc ça peut être sympa. Mais bon, voilà, c'est comme tout, quoi. Si je dis que je fais ça, je vais en avoir pour minimum 1 à 2 semaines de boulot. Ça peut aller vite pour que ce soit bien fait. Et bah, je les ai pas pour le moment. Donc c'est dans le carton. OK, OK. Et tu sur quoi en ce moment, du coup? Et bah là, je suis en train de finir un peu toute la restructuration Mmh. du code et de l'architecture du jeu. Donc j'ai vraiment tout désossé. J'ai tout remis à zéro, quoi. Enfin, j'ai pas tout remis à zéro, mais j'ai vraiment tout remis à plat pour refaire au propre plein de trucs. Donc j'arrive sur la fin. Je suis en train de refaire les trucs un peu au propre pour certains trucs que j'ai débranchés, mais voilà, je suis un peu là-dessus depuis un petit moment maintenant. Ça prend vite du temps, mais voilà. Puis après, en fait, j'avais pour objectif de faire ça avant de me lancer à 100% dans la prod finale, de vraiment faire tout le contenu. Et voilà. En fait, il me reste qu'un seul système que j'ai pas du tout développé, enfin pas du tout développé, que j'ai pas mis en place, c'est les salariés, enfin les employés. Et en fait, c'est le seul truc que j'ai pas fait du tout. Et, euh, et sinon, après tout le reste, bah, ça reste intégrer les systèmes de jeu, les systèmes de gestion, tout ça. Donc voilà, j'ai pris ce parti pris de refaire la structure et derrière, je pense que ça va me simplifier la vie pour la suite. Donc voilà, je pense que j'aurais fini ça. On est quasiment mi-février, c'est prévu que ce soit à peu près fini pour dans 1 à 2 semaines, quoi. Voilà. Est-ce que tu as eu des testeurs, du coup, sur tes premières versions déjà? Ou, tu réserves ça? OK. Non, non, bah non, c'est une très mauvaise idée. Faut pas faire ça, hein. J'aurais pas dû fonctionner comme ça, mais non, j'ai fait tester à quelques proches le jeu, mais pas au public, entre guillemets. C'est prévu pour mars, avec des premiers tests un peu privés réservés aux personnes qui ont participé sur Kickstarter. Et, euh, et voilà, ce sera un peu un mi-playtest, mi-bêta. Mais non, non, j'ai pas. C'est un gros truc que j'ai trop repoussé et ouais, c'est pas une bonne idée pour le coup. J'ai pas mieux à dire que ça. C'est pas un super pari pour le coup. Mais ça finira par arriver, du coup, chez Ouais, ceux qui ont ouais. précommandé, d'accord. Bah, j'ai plus trop le choix et puis je sais qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines mécaniques où je sais que ça va peut-être changer un peu, donc il faut pas que j'attende trop non plus parce que en fait je me suis un peu reposé sur mes lauriers en me disant bah de toute façon comme je fais un jeu un peu classique avec des mécaniques classiques, il y a personne qui va me dire bah ça c'est pas ouf. Si on me dit ça c'est pas ouf, ça veut dire que le jeu qui a 20 ans était pas ouf, donc ça va pas. Mais bon, c'est un peu plus délicat que ça quand même. J'ai poussé j'ai un peu exagéré le trait, donc il y a quand même des choses qu'il faut que je teste pour être sûr que ça fonctionne pas mal, quoi. Ne serait-ce qu'en termes techniques, il y a des choses qu'il faut bien éprouver à un moment, quoi. D'accord. Est-ce que par la suite, tu comptes recruter pour, Kingdom ou pour, d'autres jeux? Et si oui, tu chercherais à t'entourer de quel genre de profil? Ouais, ouais, j'aimerais bien. Bah, mon objectif, c'est de rajouter du contenu dans ce Kingdom une fois le jeu sorti, parce que en vrai, il y a à peine 20% de ce que j'aurais rêvé qui est dans le jeu qui sera à la sortie, parce que bah, je ne suis qu'un être humain qui ne peut faire qu'un nombre limité de choses, et puis je voulais pas que le jeu sorte en 2030 non plus. Euh, donc, principalement, j'aimerais m'entourer d'un ou deux artistes pour refaire en fait toute la partie 3D qui manquera, enfin toute la partie artistique qui manquera pour faire tous les éléments qu'il y aura intégrés potentiellement par la suite. Après, en termes de profil, c'est une bonne question. Mon objectif, c'est quand même de rester le plus indépendant possible. Donc, je pense que dans un premier temps, si j'ai la possibilité de financer, enfin de payer des gens, ce sera principalement en freelance. Donc bah, du coup, en termes de profil, c'est tout de suite un peu limitant. Ça veut dire des personnes qui ont déjà l'habitude de travailler en solo, qui ont potentiellement déjà un bagage plus ou moins conséquent, parce que c'est des personnes qui peuvent travailler en freelance. Malheureusement, il faut déjà fois un peu commencer par travailler dans une entreprise un peu classique, entre guillemets, passer par le cycle, voilà, classique avant de pouvoir se lancer en freelance. Donc voilà, plutôt le profil un peu freelance indépendant, quoi, entre guillemets. J'ai pensé, il y a un gars qu'il faut que j'interviewe, un graphiste freelance justement. Il y en a un deuxième, tiens, hop voilà, je note. Bah, voilà, je crois qu'on a fait le tour, est-ce qu'il y a des points, Très bien. que tu voudrais, aborder encore ou, Bah écoute, non, hein, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un bon tour, hein. Tu m'as posé pas mal de questions techniques. J'avais jamais trop parlé de ce genre de truc-là, donc c'est cool.
Ça fait plaisir, hein, parce que moi j'écoute aussi beaucoup de podcasts de créateurs de jeux Ouais, francophones et américains. Et pas beaucoup de questions techniques, je trouve, c'est ouais, plus souvent tourné marketing, ouais. pour plein de bonnes raisons, mais j'aime bien entendre aussi les choix techniques, les difficultés techniques, et Mmh. pour pouvoir me dire: «Ouf, je suis pas tout seul», tu vois? Ouais, 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 c'est non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance, après, d'une certaine manière, c'est assez positif parce que j'ai l'impression que marketing et communication, c'était des mots qu'on n'entendait jamais quand on parlait de jeux indépendants et pourtant, bah, c'est super important donc c'est cool que les langues se délient un peu par rapport à ça, que ce soit Ouais, un sujet récurrent, des questions qu'on pose souvent. C'est vrai que pour autant, bah, moi le marketing et la com ça m'intéresse mais bon, des fois, c'est vrai qu'on a un petit peu envie de savoir comment les gens ils ont fait leur jeu, quoi, parce que bah, on a peut-être des fois tendance à dire, bah, faire le jeu, c'est le plus facile, après faut le vendre et tout. Bah, moi j'ai de la chance, je suis un peu dans la situation inverse, parce que j'ai réussi à créer un petit peu une émulsion autour du projet. Le projet est pas vendu, hein, mais j'ai créé une émulsion autour du jeu, ce qui est génial. Mais bon, moi là, je reste quand même un indépendant qui a un gros projet, qui a un gros projet devant les yeux et puis bah, qui aimerait bien des fois qu'il y ait quelqu'un qui lui dise: «Ah bah moi j'ai fait ce jeu-là et voilà comment je l'ai fait». Donc c'est vrai que j'aime bien avoir des retours un peu techniques aussi de gens qui disent: «Bah, voilà comment j'ai fait, voilà pourquoi j'ai galéré», c'est intéressant. Et c'est vrai que souvent dans les devlogs justement pour parler, enfin par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, souvent les gens dans les devlogs ils font tout paraître facile quoi. C'est: «Ah bah, j'ai fait ci, j'ai fait ouais. ça, j'ai cliqué là-dessus, ah!» C'est bien, mais bon, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi t'as galéré, parce que c'est pas grave que tu me dises que t'es galéré, mais ouais, ça là, le truc que t'as fait, j'aimerais bien savoir comment tu l'as fait, parce que ça m'intéresse. Donc voilà. Pour finir, alors moi je pense que pour mon petit projet, je vais essayer de lancer un petit Kickstarter. Est-ce Ouais. que est-ce que tu aurais, un conseil pour les créateurs qui voudraient s'essayer au crowdfunding? Mm. Ouais, bah je pense que un gros conseil comme ça, j'en ai pas forcément sous le coude, mais je pense que ouais, ce qu'il faut faire, c'est assez bien anticiper son projet et puis réussir à voilà, un peu déterminer qui va être intéressé par le Kickstarter et aussi un petit peu définir sa stratégie. Parce que souvent, le crowdfunding, ça peut un peu sembler être bah, une collecte de dons, quoi. Et, euh, et je pense que, en tout cas maintenant, ça a peut-être été le cas pendant un temps, mais maintenant, ce que je vois beaucoup sur Kickstarter, en tout cas côté jeux vidéo, c'est un business, quoi. C'est une manière de financer un projet. C'est pas de la charité, quoi. Donc essayer de trouver un bon angle d'attaque pour voilà, vraiment se mettre en valeur et trouver une façon d'intéresser les gens et pas juste de donner voilà, un peu l'impression de demander la charité, plutôt d'être dans bah, j'ai une bonne idée, j'ai un bon projet, j'ai besoin de vous pour le financer, mais de votre côté, vous avez un truc qualitatif qui arrive derrière, quoi. C'est des fois un petit peu difficile de trouver le ton. Moi, j'ai un petit peu fait fait des vagues avec ce truc-là, où des fois j'étais plutôt, bah, j'essayais de dire, bah, est-ce que vous voulez soutenir le projet, machin, ou des fois c'est précommande le jeu, en fait. Donc, faut trouver un bon ton. Et je pense, ouais, à mon avis, ce qui marche pas mal, c'est l'assurance quand même là-dessus, de dire, je sais que mon projet est bien, je sais qu'il a du potentiel. euh, et vraiment, bah, le vendre, ça reste. J'aime pas trop ça, hein. J'ai donné peut-être un peu l'impression dans tout ce que je disais que j'étais très business, marketing, com et tout. C'est le strict inverse. C'est vraiment, j'essaye de me mettre dans cette peau-là parce que bah, il faut un petit peu des fois se tenir face au truc et puis donner de la voix parce que bah, derrière des jeux, il y en a plein, des projets sur Kickstarter, il y en a plein, donc il faut se donner un peu de valeur, quoi. Il faut se valoriser, c'est important pour faire naître des beaux projets. Donc voilà. Trouver le bon ton, je pense que c'est important. Puis faire une page de prévente, évidemment. C'est vrai que le fait que tu t'étais montré toi-même en train de skier et cetera, ça rendait le projet très touchant. Parce qu'on se disait: «Ah ce Ouais, mec-là, c'est un vrai passionné». ça fait plaisir. Bah, c'est vrai que moi, je suis un passionné. Je suis un passionné de ski, je suis un passionné de jeux vidéo, je suis un passionné de plein de trucs. Enfin, moi, je suis pas différent des personnes qui s'intéressent au projet, hein.
j'ai un peu tendance à dire des fois, c'est justement ça me dévalorise, mais je dis souvent que je suis un peu le connard qui a décidé de faire le projet, quoi, c'est tout. Il fallait bien qu'il y en ait un et là, c'est moi. Heu, donc ouais, je pense que c'est important de savoir à qui on s'adresse et d'avoir un discours cohérent et voilà, d'être un peu soi-même, c'est important. Je me mets en je me mets un peu à nu devant les gens. Alors j'exagère, je fais pas je fais pas des dingueries, où c'est vraiment très introspectif ou quoi, mais je suis sorti de ma zone de confort, très régulièrement et je le fais encore souvent pour présenter un projet qui me tient à cœur et je pense que cette dynamique-là, elle plaît, parce qu'elle est, comme tu dis, potentiellement même touchante. Donc c'est déjà cool que ce soit perçu comme ça, mais je pense que c'est important et justement pour dénoter avec l'aspect, grosse entreprise qui fait des jeux, qui écoute pas les gens, voilà, on est malheureusement un petit peu sous ce prisme-là, trop régulièrement de grosses entreprises qui injectent des millions dans des jeux et qui ont juste pas compris ce que voulaient les joueurs. C'est quand même fascinant d'avoir des budgets incroyables et des pédigrés en termes de développement de jeux qui sont si, prestigieux et d'arriver et de pas comprendre que les gens, ça fait 15 ans qu'ils en ont marre des action RPG et qu'ils veulent autre chose de la part des gros studios, par exemple. Des fois, c'est assez fou. Donc voilà, montrer qu'on a un humain qui fait les trucs aussi à sa manière et qui essaie de faire les choses bien et qui écoute les gens et qui a envie de faire quelque chose qui leur plaît. Je pense que ça a du sens. Et pour le coup du Kickstarter aussi, je pense que c'est important parce que vu que c'est un peu anticipé sur l'avenir du projet, il y a un aspect un peu communautaire et j'ai participé au début. Donc que les gens puissent s'identifier et dire: «Ah bah OK, moi j'ai soutenu ce gars-là parce qu'il avait l'air sympa, il savait de quoi il parlait», je pense que c'est important aussi. Mmh. Mais alors dernière question du coup tu fais quoi pendant les 30 jours du Kickstarter? Est-ce que, tranquille, tu comme ça, t'attends que ça se passe? Mmh. Ou alors il se passe autre chose? Qu'est-ce que tu fais pendant ces 30 jours? Bah, pendant ces 30 jours, ouais, moi comme je disais, j'ai eu la chance de faire pas mal d'apparitions dans la presse, des choses comme ça, donc j'ai beaucoup fait ça. Sinon, sinon, c'est beaucoup de com, en fait, hein, c'est principalement ça. Moi, j'ai pas touché au jeu pendant, 2 mois et demi quasiment sur toute cette période-là, le Mmh. avant et le un petit peu après et le pendant aussi. Donc ouais, c'est principalement ça, vu que la com et le marketing, c'est très chronophage, tu vite fait de passer une journée et t'as fait un TikTok et demi, donc ça déjà c'est super, ça prend pas mal de temps et ouais, essayer aussi un petit peu de de sortir, des jalons et de trouver d'autres solutions, pour attirer du monde. Parce que, ça, c'est un truc qui est très frustrant. Je pense que ça l'est pour toutes les personnes qui font des Kickstarter ou des crowdfunding, des choses comme ça, à notre niveau un peu d'indépendant. C'est qu'il y a un moment, tu peux c'est pas une boîte magique, un chapeau, où tu vas chercher les gens et tu leur présentes ton projet. Il faut trouver des solutions pour les attraper, ces gens-là et on parle même pas d'attirer leur attention, hein, on parle juste d'être visible et ça, bah, des fois, tu te tires les cheveux pendant de longs moments à essayer de trouver comment faire. Donc bon, il y a la publicité, payante, des choses comme ça qui peuvent des fois un petit peu aider. Ça, c'est très aléatoire, mais ça fait partie des trucs et ouais, voilà, trouver des solutions, moi, la première solution que j'avais trouvée, c'était un peu presse locale parce que j'avais jamais tenté, donc c'est une solution qui a assez bien marché. Au final, voilà, il y a des choses comme ça, faut un peu sortir des sentiers battus et réfléchir à des solutions, un peu différentes, quoi. Je pense que c'est une bonne manière de s'occuper et ouais, ouais, sinon c'est beaucoup, beaucoup de com, C'est quoi, parce que c'est vrai que la presse locale, mon précédent jeu, j'avais été toqué à la porte de la presse locale, j'avais eu quelques articles et même une interview radio à l'époque, c'était marrant ouais. et il y avait aussi une petite convention de jeux vidéo dans ma ville, où on avait un stand OK. et tout, c'était trop bien et ouais, on n'y pense pas assez parce que maintenant tout est numérique et cetera, mais le côté terrain est intéressant aussi du coup. Ouais, ouais, carrément et puis je pense qu'il faut enfin, ça intéresse les gens, il faut juste trouver le bon angle, il faut savoir leur parler de quelque chose qui va les intéresser. Moi, j'ai eu le «nez fin» entre guillemets, mais surtout la chance parce que c'était pas vraiment fait exprès, de sortir la campagne Kickstarter pile à l'ouverture des stations de ski. Donc en fait, même la presse locale parlait déjà de ski avant de parler de mon jeu et du coup, ça faisait des liens, des liens faciles, mais je pense que ça peut s'appliquer pour plein de trucs. Et je pense que c'est ouais, important la presse locale, pour plein de raisons et et c'est
Et ça a beaucoup de bénéfices, je trouve. Enfin, je pense qu'il y a quand même un petit peu une fierté d'avoir des trucs qui se font pas loin de chez toi, quoi. Enfin, moi, je suis assez fier des gens autour de moi qui font des jeux vidéo et c'est important d'avoir un peu ce truc-là. Le local, ça joue pas mal aussi. C'est vrai, tu as raison avec l'aspect maintenant Internet numérique, tout ça. On oublie un petit peu qu'il y a des humains qui font des trucs pas loin de chez nous, donc c'est bien d'en parler. Et puis en vrai, des fois, il y a des trucs qui peuvent bien marcher niveau communication, même dans la sphère locale, hein. Moi, j'ai été surpris de voir plein de gens arriver un peu sur mes réseaux sociaux, sur ma newsletter ou même bah, directement sur le Kickstarter. Après un reportage sur France 3, je pensais qu'il se passerait rien et pourtant si. Hmm. Donc à ne pas négliger du tout. Ok, ok. Euh, Dernière question qui me vient là. Tu as réussi une campagne Kickstarter. Est-ce que du coup, c'est un bon indicateur que ton jeu va réussir aussi sur Steam ensuite? Est-ce que tu as un nombre de wishlist assez encourageant? Est-ce que tu as des signaux comme ça? Ouais, bah des signaux, il y en a plein. Après, maintenant, il va falloir que le jeu suive derrière. C'est ça ma plus grosse inquiétude. Après, oui, j'ai tendance à dire, je pense que j'ai fait le plus difficile. J'ai réussi à sortir le truc de l'eau, il est connu. Euh, J'en parlais hier à des amis, j'ai quasiment doublé mon nombre de wishlist journaliers depuis que j'ai fait la campagne Kickstarter. Donc en fait, Hmm. même la campagne en elle-même a reboosté l'intérêt pour le jeu. Donc globalement, c'est très positif. Je suis dans la marge assez médiane haute pour les indépendants en termes de wishlist journalier, typiquement, si on se base sur cette métrique-là. Donc, je pense que quand le jeu sortira, il aura de l'attention et il se vendra. Après, la partie difficile, c'est il a de l'attention, il se vend, c'est cool, mais est-ce qu'il n'est pas assez bien et que les gens se font rembourser? C'est quand même un truc assez important sur Steam. Donc voilà, moi je suis plus là-dessus où maintenant mon objectif principal c'est de garantir la qualité du jeu parce que le reste, j'ai l'impression d'avoir fait le plus dur. Alors le plus dur, voilà, il faut relativiser, il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est pas parce que j'ai 3000 et quelques wishlists que je vais être rentable pendant 10 ans, hein. Faut être clair, le but c'est quand même d'avoir assez d'argent pendant quelques mois pour pouvoir prévoir la suite. Mais voilà, en tout cas les indicateurs sont au vert. Je vais vraiment pas me plaindre de ça, bien au contraire. Je suis assez content d'être dans cette situation-là aussitôt alors qu'il n'y a pas de démo du jeu, quoi. Ah, du coup, le remboursement, c'est un truc qui te fait peur? Ouais, c'est un truc qui me fait peur. Alors après, bah, enfin, ça fait partie de toutes mes angoisses régulières de la perfection et Ah, de pas plaire. j'allais dire, est-ce que c'est une peur rationnelle ou irrationnelle du coup, mais ça paraît plutôt irrationnel. J'aurais, ouais, je pense que c'est Enfin, irrationnel la ce que je veux dire par là, c'est que, c'est-à-dire. c'est que ça vient pas des métriques que tu aurais vu dans ta formation. Non, non, non. D'accord. Non, non, t'as tout à fait raison là-dessus. C'est pas justifié, c'est donc effectivement tout à fait irrationnel. En fait, ça reste un mélange de plein de trucs. C'est que j'espérais de tout cœur quand j'ai commencé à bosser sur ce Kingdom, un peu mon rêve, c'était d'en être là, si tu veux. Donc maintenant que tu y es, il y a forcément un truc, tu vois, il y a quelque chose qui va pas se passer comme prévu, il y a quelque chose qui va pas aller comme t'aimerais. Donc c'est toujours, enfin voilà, c'est un peu Ouais. de l'anxiété de dire bah oui, ok, il y a des gens qui s'intéressent à mon jeu, mais en fait quand ils vont y jouer, ça va pas leur plaire, donc ils vont se faire rembourser. Je me souviens, mon premier jeu sur Steam, c'est pas vendu à beaucoup d'exemplaires. Je crois qu'il s'est vendu à 200 exemplaires. J'avais un taux de remboursement inférieur à 3%, un truc comme ça, très Ouais, très faible, alors que le jeu avait une durée de vie d'1 heure. ouais. Tu vois? Donc je me suis dit: «Waouh, Ouais, bah oui, donc c'est» t'es complètement dans la fenêtre pour te faire, enfin, pour finir le jeu et te faire rembourser, quoi. ouais, mais pour autant, si les gens enfin, je trouve que les gens n'abusent pas du remboursement, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Quelqu'un qui a envie d'abuser, il va pas demander que ton jeu soit remboursé, il va juste pirater ton jeu. Et là par contre C'est pas faux. si tu veux des datas, j'ai vendu 200 exemplaires du jeu, mais sur Google Analytics, je voyais plus de 10 000 joueurs. Ah oui, Tu vois? OK. La Donc la vexation vient plutôt comme ça. ouais, 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 carrément. Après bon, il y a des gens qui jouent au jeu, mais moi, faut bien que je mange à la fin du mois, quoi. Donc Non, mais ouais, alors ouais. pour l'anecdote aussi, j'étais très mauvais en marketing à l'époque, moi et mon associé,
Et je pense que toi, tu étais très bien parti pour cartonner aussi sur Steam. Nous, on est sortis, on a fait un puzzle game, si tu veux, qui est un des genres des genres de jeux qui se vend le moins, et on n'était pas présent sur les réseaux, on n'avait rien, quoi. Donc, on est sortis, on a fait petit pic de vente et puis plus rien ensuite, quoi. Du coup, c'est quand même encourageant, sans marketing, avec un genre qui est un peu boudé, sur la plateforme, de faire quand même 200 ventes. Je trouve que c'est honorable quand même, ça veut dire que le jeu avait du potentiel, dans tous les cas, quoi. Donc, Ouais, bah, j'étais assez fier, mais il faut la valoriser, c'est important. bah, écoute, Yanis, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je crois C'est on a moi, fait un merci grand beaucoup. tour on a fait un grand tour de station de ski là. Ouais. Et bah, je mettrai en description évidemment ta chaîne YouTube et puis le Steam de ton projet pour que les gens l'ajoutent à leur wishlist. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine interview ou que sais-je. Et Yanis, bah, peut-être à une autre fois aussi. Et bah, avec grand plaisir, ouais.